troisième atelier de l'université d'Ephimed, de sa quatrième université qui se déroule virtuellement, mais depuis le pays de Grasse. Nous sommes dans un schéma depuis hier où nous questionnons un écotourisme participatif, la capacité de l'écotourisme aujourd'hui qui est à la croisée des chemins comme nous tous, dans un rôle à jouer dans la transition écologique, notamment des territoires et dans leur développement soutenable. Mais l'écotourisme, on va l'attaquer sous l'angle de la société civile, de la manière dont la société civile peut être organisée de manière intelligente entre les rives méditerranéennes pour accompagner cet écotourisme de nouvelle génération, en tout cas un écotourisme nouveau, qui lui quitterait un petit peu, pardon pour la caricature, mais quitterait sa marginalisation, son côté un peu bricolé et coin du feu, comme je dis toujours, coin du feu et joint qu'on fume au coin du feu, pour devenir un peu plus structuré, s'emparer finalement des potentiels qui sont les siens à cause ou grâce à la crise sanitaire que nous vivons, à rapprocher les populations locales, notamment avec les producteurs du territoire, etc., sans tomber, comme l'a dit Pierre à l'instant, et qui le répète, qu'il l'a dit à l'Université d'Agadir, sans tomber encore une fois sur un écotourisme massif qui n'aurait aucun sens. À ce titre, nous avons écouté 9 producteurs hier, c'était tout à fait remarquable, je dois dire, au niveau de 3 pays, la Tunisie, le Maroc et la France, qui se sont exprimés sur bien leur potentiel incontestablement à travers un réseau, mais aussi leurs limites dans leur cloisonnement propre. Nous avons également écouté ce matin donc des réseaux, plutôt les parcs, les offices de tourisme, des réseaux comme des agences qui se créent. Nous avons également entendu les itinéraires culturels européens et puis SwitchMed, un réseau depuis Barcelone qui mobilise l'entrepreneuriat sur la rive sud. Puis ensuite, en début d'après-midi, nous avions eu un atelier très très riche sur des secteurs connexes. Alors je dis ça avec mes mots, des secteurs que l'écotourisme pourrait intéresser et dont l'écotourisme pourrait intéresser ces secteurs, que sont à la fois, eh bien effectivement, le monde de la culture purement et du tourisme culturel, comme celui du crowdfunding, de tout ce qui est financement participatif, intelligence collective territoriale, du web sémantique avec Mylène, donc tout ce qui va rendre intelligente la masse de données que Defimed pourrait très bien d'ailleurs récolter très vite si nous lançons une campagne participative. Et puis Tanguy qui nous a témoigné du rôle que le web lui-même peut jouer très classiquement, mais dans cet écotourisme dit participatif. Voilà, donc on questionne, je rappelle bien que Defimed, ce rôle, c'est un rôle d'animation d'experts, de réseaux, de producteurs, d'acteurs de toutes sortes dans l'écotourisme à l'échelle des rives méditerranéennes. Mais c'est aussi, son rôle, c'est de questionner. Et pour cela, nos universités servent à rassembler un certain nombre d'acteurs, experts, universitaires ou acteurs de terrain. Et là, en l'occurrence, dans cet atelier numéro 3 de la journée, eh bien, nous allons aborder la question de la formation et d'imaginer monter, pourquoi pas, et animer un réseau de jeunes, d'étudiants qui, entre les rives, pourraient partager leur formation, leur expérience, leur apprentissage et pouvoir le transmettre surtout et pouvoir échanger et grandir avec ce type d'animation. Alors, pour intervenir, nous avons quelques participants. Je vais saluer Fatma parce que je l'ai vu se connecter. Donc, Fatma, est-ce que tu as le micro, s'il te plaît? Est-ce que tu peux parler? Alors, c'est parce que je ne t'ai pas donné la main. C'est bon, Fatma, tu dois pouvoir y aller maintenant. Oui, bonjour. Bonjour, Fatma. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Depuis Tu Tunis. m'écoutes bien, Eric, ça va? Très, très bien. Vous C'est m'écoutez très clair. Très, très clair. Merci, Merci. Fatma. Et Merci. je n'ai toujours pas Rachid. OK, on va démarrer. Alors, le questionnement est-il pertinent? Avec moi, donc Anne-France Didier. Peut-être que tu me permets de compléter juste un petit retour complémentaire. J'étais en train de te présenter, Anne-France. Oh, bah, maintenant, tout le monde me connaît, je crois. Ah non, il y en a qui se connectent seulement maintenant. Donc, Anne-France Didier, présidente de Defimed et qui co-animera avec moi cet atelier. Oui. Je voulais juste rajouter un complément, c'est que vous savez ou vous ne savez pas qu'on a, certains d'entre vous l'ont suivi, on sort pratiquement des troisièmes universités de Defimed à Agadir
avec un certain nombre d'entre vous, des jeunes, des universitaires. On a identifié aussi pas mal de problématiques liées à la formation. Et on a notamment, comment dire, concocté, si on peut dire, construit tous ensemble une espèce de feuille de route avec des idées à partager qui ne sont pas du tout figées, c'est un projet. Et dans ce projet, il me semble qu'on a identifié quelque chose qui était nouveau par rapport en termes de, enfin pas en termes de formation, ce ne sera pas nouveau pour les universitaires, mais qui était que dans le cadre de la transition durable, si on peut dire, dans le cadre des problématiques liées au changement climatique, dans le cadre de la transition digitale, dans le cadre de toutes ces transitions écologiques, sociétales et avec cette histoire de Covid à laquelle il faut s'adapter, eh bien, il semble que les producteurs d'écotourisme, les gens qui promeuvent, les organisateurs, les agences, etc., tous ces gens-là, tout cet écosystème entre guillemets écotouristique a des besoins particuliers et un peu nouveaux de formation. Et qu'un des sujets, c'est aussi, grâce à ce réseau, d'identifier ces nouvelles formations spécifiques, d'identifier ces besoins qui ne sont pas forcément ceux d'hier et qui ne sont pas forcément ceux que nous, par exemple, toi ou moi, étant par exemple peu initiés aux questions digitales, sommes en capacité de percevoir, sachant qu'il peut y avoir des formations spécifiques liées à toute la commercialisation, la digitalisation, le marketing ou je ne sais quoi, enfin, toutes ces choses, ou même tout simplement les services qu'on peut rendre à des acteurs, voire des outils faisant participer les usagers sur les touristes sur le terrain, comme on imagine, hein, des jeunes qui sont en capacité de compléter des choses qu'ils voient, d'apporter un peu comme dans toutes les, comment on appelle ça, les OpenStreetMap, on voit bien qu'il peut y avoir des choses comme ça et qui se développent, qui peuvent bien enrichir tous nos réseaux, qui sont dans notre, comment dire, qui sont dans notre logique bottom-up, mais pour lesquels, évidemment, il faut former les locaux de l'étape, les collègues, les artisans, les échos, les jeunes, enfin tout cela. Et donc, moi, je pense que dans notre atelier, il y a aussi cette dimension aujourd'hui qui est de voir si cette question est pertinente et comment on peut mieux cerner la question de l'identification des nouveaux besoins de formation, à moins que tous nos universitaires présents nous disent « ça y est, on sait, on n'a pas besoin de questionner ». Mais faites-nous partager dans ce cas. Merci. Alors, je vais vous demander à tous, un par un, en 3 minutes, si possible 5 minutes maximum, de vous présenter déjà, parce que cet atelier est très riche. Là encore une fois d'expertise, là on peut vraiment parler d'expertise. Donc on va commencer avec quelqu'un qui supporte depuis pas mal de temps Defimed, c'est Pierre. Donc Pierre Torrente, je vais te laisser la parole. Et puis effectivement, par rapport au questionnement de Anne-France, très pertinent, il n'y a pas que la jeunesse qui est concernée par le renforcement de capacité, il y a aussi tous ces acteurs qui nous renvoient les mêmes besoins, comment évoluer avec ce qui évolue dans le monde et à travers l'écotourisme qui évolue lui-même. Donc ça, c'est une vaste question qu'on pourra poser. Mais déjà, te présenter, Pierre, et quel lien avec l'écotourisme dans ta formation? Je sais que tu n'es pas forcément associé à ce concept pur d'écotourisme. Bien, bonjour à tous pour ceux que je n'ai pas vus dans le précédent atelier. Donc moi, je suis Pierre Torrente, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, directeur du campus des métiers du tourisme pyrénéen. Voilà. Ah, Pierre, excuse-moi, je t'interromps, mais excuse-moi, c'est de ma faute. Et merci Guylaine, hein, Guylaine veille, mais quand même, en plus c'est Julie, mais Julie, j'ai voulu gagner trop de temps, tu vois, donc je voudrais savoir si Julie a la capacité de nous faire la synthèse de l'atelier d'avant, parce que le lien est là et Dieu sait qu'elle a un sacré travail. Je ne sais pas si Julie, je t'ai donné le micro et si tu es en capacité ou si tu préfères attendre un petit peu, dis-moi. C'est bon pour moi. Ah, elle est formidable. On voit bien que c'est une ancienne élève de Pierre aussi. Hein. C'est incroyable ça. Bon, et si tu veux me je... redonner la vidéo, même, ce sera avec plaisir. Oh, je sais pas. Allez, vas-y, tu peux commencer à t'exprimer, je la redonne. Ça marche. Bien, bonjour à toutes et tous qui se connectent ou qui se sont connectés en cours de route de l'atelier précédent. D'abord, j'ai envie de remercier Eric pour le défi. L'association s'appelle Defimed, ce n'est peut-être pas pour rien. Et oui, donc je vais essayer de vous relater, synthétiser
sans dénaturer les propos de 2 heures d'échange qui ont été très riches, qui ont été diversifiés. Pour reprendre, sans paraphraser Eric, mais son introduction du premier atelier, en fait, il demandait est-ce que Defimed a les moyens de faire en sorte que l'écotourisme devienne participatif. Donc, on était dans cette démarche-là, dans cette interrogation-là, et notamment, comme il vous l'a dit à l'instant, sur l'intégration de nouveaux acteurs, notamment des acteurs du secteur de la culture, du secteur liés aux outils numériques, que ce soit du web marketing ou du web sémantique. Également André Jeunet qui nous parlait d'opportunités associées au financement participatif. Alors, vous vous doutez qu'avec un panel aussi diversifié, les échanges, ils ont été riches, ils ont été denses. Je pourrais relever une grande interrogation commune à tous ces échanges et à tous ces acteurs. C'était le besoin de constituer, renforcer, animer, structurer même les réseaux existants, d'autres peut-être à faire émerger à différentes échelles, entre différents acteurs institutionnels, professionnels, acteurs associatifs. On a évoqué aussi la société civile et à différentes échelles territoriales, du local à l'échelle euro-méditerranéenne. Un autre point qui a été soulevé de façon assez récurrente, c'est la question de comment on valorise les ressources, les expériences, ressources financières, humaines, patrimoniales, comment on les met en valeur. Et quelque part, cette question autour des réseaux précédentes est un des éléments de réponse. Notre premier interlocuteur, c'était Philippe Verguin, chargé au ministère de la Culture, notamment d'une mission dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques Paris 2024. Cette mission étant de faire du lien entre les Jeux Olympiques et le secteur de la culture pour toucher de nouveaux publics. Et dans ce cadre qui est déjà très vaste, apparaît une ambition qui est d'aller vers la création d'un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe, donc un itinéraire culturel européen autour du patrimoine sportif, pouvant mettre en avant les valeurs promues par le sport autour de l'intégration du handicap, l'égalité hommes-femmes, le développement durable, et arrivant forcément à toucher et à s'intéresser au tourisme. Voilà. Nous avions à cet atelier un deuxième interlocuteur du ministère de la Culture, Nicolas Monco, chargé de mission tourisme au ministère de la Culture. Et pour qui le tourisme, c'est par définition, et pas que pour lui d'ailleurs, un élément qui est transversal aux différents secteurs, notamment couverts par le ministère de la Culture, que ce soit le patrimoine, le spectacle vivant, la production artistique. Et c'est quelque chose qui se définit à partir des territoires, d'où la nécessité d'un travail avec les réseaux territoriaux impliqués dans la culture au sens large et avec d'autres acteurs également. Une innovation du ministère de la Culture qui doit arriver au 1er janvier 2021, c'est la création d'une nouvelle structure pour porter les enjeux de territoire, travailler avec les territoires dans une démarche, j'ai envie de dire, bottom-up, en allant chercher, en se disant que chaque acteur, chaque habitant est porteur d'une dynamique culturelle et artistique, et non plus uniquement en partant de l'offre culturelle à la recherche de son public cible. Nicolas Mongo a aussi parlé des évolutions apportées par la crise sanitaire et les périodes de confinement, et notamment d'une innovation via le dispositif Culture chez nous, qui propose une infinité de ressources en ligne et qui permettent de découvrir l'offre culturelle depuis chez soi. Et cette notion d'innovation par le numérique, ça m'amène aux propos de Mylène Leitzelman et de Tanguy, qui tous deux nous parlaient des possibilités qui sont offertes par le numérique à différents égards. D'abord en termes de communication, de promotion, de sensibilisation des différents publics au sujet de l'écotourisme et aux valeurs qui y sont associées.
avec un objectif étant de gagner en visibilité, d'amplifier l'écho des opérations conduites par Defimed et l'ensemble des acteurs et des producteurs de l'écotourisme sur le territoire au sens large euro-méditerranéen. Internet offre une multitude de possibilités pour toucher de nouveaux publics, notamment en s'appuyant sur des relais. Donc, on parlait des médias, des blogs, des influenceurs qui tous ont leur propre audience, quelle que soit leur taille ou leur spécialisation. Et avec une cible privilégiée qui était les familles, de façon à vraiment pouvoir toucher le grand public. Ensuite, parlant des possibilités offertes par le numérique, on a parlé du web sémantique et des outils qui permettraient de construire une base de connaissances matérialisée par une interface afin de relier les territoires, les acteurs, les producteurs de l'offre d'écotourisme et de l'autre côté, les touristes et le public. Le web sémantique permettrait d'optimiser le tri des données et de fait les recherches par les internautes, mais par conséquent les touristes, dans la préparation de leur séjour ou dans leur recherche de façon globale. Enfin, dernier interlocuteur, pas dans l'ordre chronologique, mais dernier interlocuteur de cet atelier, c'était André Jaunet, spécialiste du développement territorial et du développement des personnes, qui nous a exposé les possibilités amenées par le financement participatif. En voyant le financement participatif d'abord sous l'angle des contributeurs, pour les épargnants, quelque part, c'est une façon de choisir la destination, l'utilisation de leur épargne. Et on constate que lorsque les contributeurs choisissent de financer des projets, ils vont en faveur du financement de projets en faveur de la préservation du bien commun, cette notion qui était intéressante. Et pour les porteurs de projets, eh bien, le financement participatif, il permet de tester les projets, de se faire financer, mais aussi de se faire connaître, de créer un cercle de relations et de relations qui sont durables dans le temps. J'ai relevé une citation de André Jaunet que j'ai bien aimée, qui nous disait « Nous sommes au temps du collaboratif, quelles que soient les contrées. » On a parlé d'Europe, de Méditerranée, on a parlé d'Afrique aussi. Et quelque part, les possibilités offertes par les outils numériques, que ce soit du financement, que ce soit du marketing, que ce soit du web sémantique, ben, ils sont ouverts à tous et ils permettent l'implication de tous à différentes échelles. Et j'aimerais juste conclure avec 4 mots-clés que j'ai retenus de cet atelier. C'est la notion de transition, qui, je pense, vous est à tous assez chère. La notion de participation des acteurs, acteurs professionnels, acteurs au sens de citoyens, à différentes échelles, à différents niveaux, et de leur mise en réseau, avec une mise en réseau entre les acteurs eux-mêmes, à différentes échelles territoriales, et puis cette mise en réseau avec le citoyen, avec la société civile. Et le dernier, 4e mot-clé, c'est la notion d'innovation, qui est revenue dans quasiment les bouches de tout le monde. Innovation technique et numérique, bien sûr, mais aussi innovation dans l'organisation. On parlait du ministère de la Culture qui voyait le tourisme de façon transversale, de démarches bottom-up, etc. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur l'atelier précédent. Bah, bravo, hein. Impressionnant, parce que là, c'est pas évident, effectivement, à chaud comme ça. Je précise, Julie, que tu travailles à l'ISTIA, Université Toulouse-Jean Jaurès, avec Pierre Torrent. Donc, grand merci, et que tu peux intervenir à cet atelier, hein, bien évidemment, parce que tu as de quoi dire aussi en tant qu'encadrante des étudiants de l'ISTIA, notamment. Pierre, désolé de t'avoir coupé la parole. En même temps, c'est une satisfaction, tu peux pas savoir, parce que maintenant que tu es une vedette de télé, c'est agréable de couper la parole aux vedettes de télé. Je te redonne la parole en rappelant effectivement juste que tu puisses te présenter et faire le lien avec ce que nous on nomme à Defimed l'écotourisme. Oui, donc je me représente rapidement. Donc Pierre Torrent, voilà, Université Jean Jaurès, donc collègue de Julie et directeur du campus des métiers du tourisme pyrénéen. On se présente juste, on fait un tour ou je fais une première intervention? Non, première petite intervention, ouais, lien avec l'écotourisme. Voilà, alors pour rebondir sur le questionnement d'Anne-France, alors d'abord,
j'allais dire, notre métier, c'est de ne jamais être certain de rien. Donc on va être, je pense qu'on ne va pas être nombreux à dire qu'on sait, voilà, normalement. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, quelques éléments. Cette question de l'écotourisme, en fait, si je ne regarde pas aujourd'hui, je ne vais pas regarder sous un angle, est-ce qu'il y a une montée en puissance dans les territoires de l'écotourisme, etc. Je regarde plutôt dans le travail, et en particulier le travail des universitaires. Cette notion d'écotourisme, elle est apparue il y a à peu près une bonne dizaine d'années, entre 10 et 15 ans. J'ai des souvenirs très précis, puisque vous le savez, dans les diplômes universitaires, nous avons tous les 4 ou 5 ans à réaccréditer l'ensemble de nos diplômes. Donc, on redépose des dossiers. Un diplôme à l'université, une licence, une maîtrise, enfin un master, n'est pas à vie. Tous les 4-5 ans, il est remis en question pour justement le redéposer un dossier pour qu'il soit en accord avec les besoins pour former les étudiants et donc les futurs professionnels au mieux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, il y a 10-15 ans, l'écotourisme, si on regarde un peu les maquettes qui avaient été déposées par les uns et par les autres, il y avait des formations, des licences pro en particulier et des masters en écotourisme. Et moi, je m'étais un peu opposé en disant je ne vois pas très bien l'intérêt de mettre en place des formations en écotourisme parce que l'écotourisme, ce n'est pas un métier. Voilà, ce n'est pas un métier. Et donc, c'était à cette époque-là que l'on avait déposé, et Julie et Olivia ont suivi cette formation, on avait déposé tourisme et développement. Et donc, aujourd'hui, dans le renforcement des compétences, je ne vais pas aller sur la formation professionnelle, mais ce qu'il faut être très prudent, c'est-à-dire que l'écotourisme en tant que tel, je vais être un peu brutal, mais c'est rien. Voilà, c'est rien. Il y a une démarche à avoir et il y a une façon de penser le tourisme dans lequel l'écotourisme aura sa place. Je vais essayer d'être très explicite. Hier, justement, à l'occasion d'un cours, je disais ça aux étudiants. Je dis, quand on regarde le cadre de référence qui a dicté le tourisme, quelle qu'en soit sa forme, que ça s'appelle écotourisme, que ça s'appelle tourisme du littoral de montagne, le cadre de référence, c'était augmente ta fréquentation, tu augmenteras tes retombées économiques, tu généreras du développement. Et on a surfé sur ce cadre de référence pendant, j'allais dire, 40-50 ans. Voilà. Et après, on s'aperçoit qu'à Venise, on ne sait plus gérer, on s'aperçoit qu'à Barcelone, on ne sait plus gérer, et on s'aperçoit, j'allais dire, basiquement cet été, puisque certains ont vu des images des Pyrénées hier, que dans certains sites touristiques, dès qu'il y a eu quelques touristes supplémentaires, on ne savait pas gérer. Voilà. Et en même temps, personne ne comprend parce qu'on a fait tout reposer sur ça. Donc, je pense que ce qui est plus important, et ceux qui me connaissent le savent, c'est avant les compétences, au moins à l'université, c'est qu'on redéfinisse un cadre de référence de ce que peut être un tourisme facteur de développement. Et à partir de là, on va aller chercher des spécificités à l'écotourisme. Parce qu'effectivement, travailler le milieu naturel, travailler la relation avec les populations locales, mettre tout ça dans dans un écosystème, ça demande un peu de technicité. Mais cette technicité, si elle n'est pas précédée d'un cadre de référence et d'une façon d'aborder la question touristique dans le développement des territoires, on ne s'en sortira pas. Donc ça, c'est d'un point de vue universitaire. Et ça a été dit dans le précédent atelier, et je ne peux qu'y souscrire, parce qu'il y a un moment qu'on le dit, et à Défimed, je pense qu'il y a longtemps que c'est dit, c'est que pour que ça marche, les principales, j'allais dire la qualification, ce n'est pas tant à l'université, c'est à l'école primaire, voilà, que ça doit passer. Parce que ceux qui vont être en partie les acteurs de l'écotourisme ou autres, mais les acteurs de l'écotourisme, ce sont les élèves, les jeunes d'aujourd'hui, qui demain vont devenir des clients écotouristiques. Voilà. Et qu'eux aussi, ils sont dans un modèle, je dirais, assez consumériste, assez matérialiste, dans lequel l'écotourisme n'a pas tout à fait ses bons repères. Voilà. Donc, si à l'école, on n'apprend pas à être un touriste d'une part et un écotouriste d'autre part, je ne vois pas très bien comment ça peut fonctionner. Donc, c'est bien au départ, et puis après, à l'université que ça va se passer. Et après, ça va être tout au long de la vie. Et ça avait été dit à Agadir la semaine dernière, et j'en termine là. Et bien après, effectivement, il y a besoin aujourd'hui, non pas de former Pierre, Paul ou Jacques, comme ça, mais il y a besoin de former l'ensemble multi-acteurs
d'un territoire qui va s'engager dans une démarche écotouristique. Mais ça va du chauffeur de taxi, en passant par évidemment l'agence de voyage et en revenant par l'hébergeur et puis le professionnel d'activité, le restaurateur, enfin vous les connaissez tout le monde. Et c'est dans cette dynamique territoriale, quand on pensera le tourisme sur son territoire, d'une certaine manière, qu'on verra comment intégrer l'écotourisme dans ce dispositif. Et là, il y aura besoin de modifier sans doute des compétences et d'apporter des compétences supplémentaires. Voilà. Mais de là à, d'un point de vue de l'université, à aller chercher sans doute des formations spécifiques à l'écotourisme, je reste très perplexe. Anne-France, tu as la possibilité d'intervenir quand tu veux, hein, bien sûr. Non, mais je pense que je suis parfaitement d'accord. Ça permet de recadrer un petit peu. Moi, du coup, j'envisage d'intégrer dans la feuille de route, si tout le monde, si on partage ce point de vue. Enfin, moi, c'est qu'effectivement, une chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment dite, c'est quand même un travail collectif sur un cadre de référence sur l'écotourisme, facteur de développement. Ça vaut le coup que effectivement on ait un atelier là-dessus, quoi, ou un cadre, je ne sais pas quoi, comment, mais ça, je reprends cette idée. Et effectivement, moi, ce que je souhaitais dire, c'est ce que j'ai compris des besoins exprimés par les acteurs de territoire qui étaient diversifiés, hein, de l'élu en passant par le responsable du parc, l'agence de tourisme ou de développement et tout, c'est qu'effectivement, ils avaient besoin à un moment sur un projet d'identifier les besoins de compétences très diversifiés, intégrant le digital. Et je suis d'accord, je comprends ce que dit Pierre. Je pense que c'est tous ensemble, au moment de la dynamique d'écotouristique territoriale, qu'on pourra peut-être, avec des méthodes que vous maîtrisez parfaitement, hein, d'accompagnement au développement, identifier des besoins de formation. Et puis peut-être que ça donnera lieu à des modules de formation qui seront utilisables ou déployables ailleurs, qu'on pourra reconduire sur certains aspects. Voilà. Moi, j'étais assez attachée aussi, dans le cadre de nos réseaux, à ce que quand on déploie des formations ou des modules, on puisse les démultiplier, que ça soit profitable à tous, même si on ne fait pas du copier-coller d'un territoire à l'autre, évidemment. Mais je suis persuadée que si on doit déployer une formation type de module pour aider un jeune à se lancer dans le web, je ne sais plus comment vous appelez ça, digital, pour des services qu'on rend à des, comment dire, pour donner des informations ou donner des outils à des touristes baladeurs sur des itinéraires, une fois qu'on aura fait une formation, on saura la donner aux autres. Vous voyez ce que voilà. Il y a des outils qu'on va développer pour tout le monde. Mais je suis complètement d'accord, en fait, complètement. Merci. Je vais peut-être interpeller avant Fatma, avant Brice, Mayedine, parce que tu as des difficultés de connexion, tu m'as dit. Donc Mayedine, je viens de te donner le micro. Présente-toi. Toi, tu n'es pas un enseignant universitaire sur le tourisme, hein, ou sur l'écotourisme, mais c'est très intéressant ce que tu mets en place avec tes étudiants qui est lié véritablement à l'écotourisme. Merci Eric. Alors je me présente, je suis enseignant-chercheur en biologie à l'Université d'Annaba. J'ai un profil un peu diversifié par plusieurs formations, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et leur utilisation dans la formation à distance. J'interviens dans le cadre du Master à Crédit de Cergy-Pontoise pour justement la formation de professionnels et de chercheurs dans le domaine du e-learning. Tout ce qui est application web utilisée dans la formation à distance. Alors, j'œuvre aussi avec plusieurs organismes locaux et internationaux dans le cadre de l'éducation environnementale et la sensibilisation quant à la sauvegarde de la biodiversité, mais aussi au développement de métiers verts, donc liés à la biodiversité, et notamment dans le domaine de l'écotourisme. Alors, j'ai eu l'occasion de mettre en place plusieurs ateliers pratiques, ateliers de formation au niveau des maisons de l'environnement, en impliquant plusieurs acteurs justement de la société civile, notamment la direction de l'environnement, la direction du tourisme, la direction des forêts, pour la mise en place de programmes de sensibilisation et de formation de jeunes et de moins jeunes, donc pédagogie et andragogie. Aussi à l'université, donc on mène des travaux de recherche dans le domaine de la biodiversité, de l'exploitation rationnelle des ressources,
Tout cela m'amène un petit peu à avoir une réflexion par rapport à nos investissements en tant que chercheurs et universitaires, déjà par rapport à la relation que nous avons avec la société civile et notre implication dans la formation des acteurs. Donc, l'université a un rôle à jouer, bien sûr. Elle permet de donner un socle, bien sûr, aux formations, mais aussi de mener des travaux de recherche qui pourraient éventuellement répondre à des problématiques telles que celles soulevées justement par l'exploitation des ressources naturelles, des aires protégées, dans le cadre de l'écotourisme, la formation des acteurs, etc. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai suivi un petit peu la discussion qui est très intéressante. La question qui me vient en tête, c'est en fait, quelle formation pour quel acteur d'abord? Qu'est-ce qu'on souhaite former? Quels sont les acteurs que nous souhaitons former? Et dans quel objectif? Quelles sont les compétences que devraient avoir ces acteurs pour dire que nous aurons atteint nos objectifs de formation? Dans le domaine de l'écotourisme, il y a beaucoup à faire déjà sur le plan conceptuel, se mettre d'accord sur les définitions de l'écotourisme, les catégories, les activités, les acteurs qui interviennent, leur importance, leur prépondérance déjà dans la sauvegarde des ressources. Tout ça, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, ça amène à mettre en place, on va dire, tout un atelier de discussion, principalement pour discuter, on va dire, quelle formation mettre en place dans le domaine de l'écotourisme. Bien sûr, il y a un cadre de référence sur l'écotourisme à mettre en place, recenser un petit peu les besoins, des contenus à mettre à disposition des acteurs, catégoriser les formations, définir les prérequis, définir les objectifs de toutes ces formations et éventuellement les adapter au contexte des territoires, parce que chaque formation devrait avoir déjà un socle commun sur l'écotourisme, l'aspect conceptuel, mais aussi avoir une contextualisation par rapport aux territoires qui sont concernés. On pourrait éventuellement, je lance un petit peu une idée, ça pourrait se faire éventuellement, on pourrait mettre en place par exemple un parcours de formation au niveau de DefiMed pour l'un des acteurs et tester un petit peu la faisabilité. On peut aussi faire appel aux technologies de l'information et de la communication, les plateformes e-learning par exemple, pour homogénéiser un petit peu ces formations à l'échelle méditerranéenne. Pourquoi pas former par exemple des guides écotouristiques à l'échelle méditerranéenne avec un socle commun de formation et puis avec des micro-projets, les adapter par rapport au contexte et au territoire de chacun. Très bien, merci. C'est très, très intéressant. Je dois dire que j'ai été impressionné depuis l'Algérie par ton implication dans l'opération dont on parlera demain matin avec les jeunes, hein, du détour vertueux de DefiMed Jeunes. Mais tu as une vraie capacité de mobilisation des jeunes qui fait vraiment plaisir, Mayedine. Et en plus, tu es très sympathique, donc ça ne gâche rien. Fatma, autre personne sympathique, Fatma, qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant, qui est membre du conseil scientifique de DefiMed. Tu enseignes à l'école de commerce de Tunis sur le tourisme. Je te laisse te présenter et puis répondre aussi à cette question sur les opportunités effectivement d'évolution de la formation sur l'écotourisme. Bonjour à tous, merci Eric, merci pour l'invitation. Je commence tout d'abord par me présenter, Fatma Akshir, maître assistante à l'école supérieure de commerce de Tunis et coordinatrice du master management touristique et hôtelier. Donc, c'est une formation qui date de 2004. Il s'agit de former donc, des étudiants en master. La formation dure 2 ans, 14 mois d'études et 6 mois de stage. Et justement, au début, la formation était orientée plus vers le secteur hôtelier. Sauf que depuis 3 ans, donc, nous avons intégré dans le module de la dynamique de tourisme la matière tourisme durable et donc tourisme écologique. Donc, on a cherché à diversifier la formation en inculquant aux étudiants
la notion de la durabilité du tourisme et bien sûr afin de faire face au problème de saisonnalité des emplois. Alors cette transition donc nous a bien sûr nous a aidé à découvrir le monde, un autre monde, c'est-à-dire le monde du tourisme alternatif, et de signer des accords de partenariat avec la Fédération interprofessionnelle du tourisme, qui travaille sur plusieurs niches de tourisme alternatif, comme le tourisme médical, comme le tourisme écologique, comme l'agritourisme. Et aussi la Chambre, on a signé un accord de partenariat avec la Chambre nationale de l'agriculture biologique et tourisme vert. Et dans le cadre de ces deux partenariats, nous avons donc intégré nos étudiants dans des stages. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les 6 mois de stage, ils ont commencé donc à s'orienter plus vers des sujets écologiques, des sujets de tourisme durable et tout. Donc récemment, donc nous avons 2 étudiants qui ont été affectés à Dal Zarouine pour un stage de 6 mois. Et voilà, donc personnellement, donc j'encadre les étudiants, je les accompagne dans l'élaboration de leur mémoire de fin d'études. Bon, ça, c'est en premier, parce que là, nous avons des actions nationales et des actions internationales. Alors, toujours pour les actions nationales, nous avons aussi réalisé des conférences sur des thèmes écotouristiques, comme celle que nous avons organisée récemment, Eric, tu te rappelles, sur la symbiose entre l'agriculture et le tourisme. Et la création fait un gisement d'emploi pour les jeunes. Aussi, avec l'Institut national de l'agriculture, nous sommes réunis pour la formation d'une éventuelle, c'est-à-dire de créer une autre formation entre l'ESC et l'INAT. Ce qu'on appelle l'INAT, c'est l'Institut national de l'agriculture tunisienne, sur un nouveau master c'est-à-dire entre l'agriculture et le tourisme, l'agritourisme. Donc, c'est envisageable aussi, il est en cours de discussion. Nous avons aussi réalisé… C'est quelque chose qui évolue, tu penses, Fatma, au niveau de l'État tunisien et de l'évolution, comme tu dis, des mœurs, de s'impliquer de plus en plus dans les transitions du tourisme? Oui, oui, bien sûr. Il y a une grande prise de conscience et donc on tend vers ça, on tend vers ce nouveau tourisme, la transition. Il faut aussi, donc, et les jeunes, en plus, ils sont très conscients de ça. Mais il faut bien spécifier les métiers. C'est ça le problème, c'est de bien spécifier les métiers. Et toujours, il faut travailler avec les fédérations, avec les spécialistes dans le domaine, en écotourisme, bien sûr. Nous avons aussi réalisé des visites guidées à Dar Zarouan, à des maisons d'hôtes, des gîtes ruraux. Et ça a été aussi fait récemment, le 17 octobre, dans le cadre des tours vertueux organisés par Defimed. Et demain, donc, l'étudiante Asma Bouaziz va vous parler de notre expérience exceptionnelle au jardin d'Agave. Le 4e point, comme action nationale, c'est de réaliser des partenariats avec des clubs. Donc, nos étudiants travaillent en collaboration avec les clubs de l'université et des agences événementielles sur l'organisation des campings, aussi sur des sorties en vélo, par exemple, le vélo tout-terrain, avec l'alternative Event Management qui a pris l'initiative d'assurer des cours de vélo dans des espaces naturels sur le Grand Tunis, tels que le parc de Sidi Bou Saïd, le parc Nahli, le lac. Et les étudiants donc travaillent dur sur ça. Nous avons les clubs ISEC, les clubs Events. Alors pour les actions internationales, nous avons fait participer nos étudiants à des conférences internationales. Dans le cadre de Defimed, donc ils ont présenté en 2018 un travail sur 2018, je me rappelle, sur la destination d'Ahar, qui se trouve au sud de la Tunisie, qui est une région défavorisée. Donc c'était l'occasion pour les étudiants de découvrir, de présenter cette région et la découvrir en même temps. Et aussi l'année dernière, donc en 2019, ils ont présenté un projet sur l'alliance entre l'agriculture et le tourisme.
à Avignon. Formidable expérience auquel Oui, Anne-France c'était était formidable. présente ici, durant laquelle elle était présente. Oui. Juste Oui, avant le confinement, n'est-ce pas? oui, justement. Et voilà, donc nous envisageons aussi de faire des collaborations avec les universités euroméditerranéennes. Nous sommes ouverts à toute proposition avec nos amis marocains, voilà, donc nous voulons bien travailler en collaboration, faire des échanges entre les étudiants, pourquoi pas, donc dans le cadre de l'élaboration de leur stage, de leur PFE. Donc nous sommes ouverts à toute proposition. Très bien, mais tu l'as montré depuis 2 ans, hein, Fatma. Hein, on interagit déjà pas mal Oui. et bien évidemment. Bah, écoute, merci pour cette présentation. En tout cas, Merci à Défimed, Eric, qui nous a donné l'occasion de découvrir donc ce monde écologique, voilà, tourisme écologique sur toute la Méditerranée, et aussi de collaborer avec les universités euroméditerranéennes. Je t'en prie. On va refranchir la Méditerranée. J'aime bien. Depuis hier, on franchit la Méditerranée. En plus, on pollue pas trop. On pollue quand même parce que c'est Internet, mais on pollue peut-être moins. Oui. Pour arriver à Nice, donc ma ville, dit comme ça, avec Brice Dution. Merci Brice d'être avec nous. Ben, toi, c'est très intéressant parce que déjà, tu as un très beau parcours, très impliqué dans tout ce qui est, on peut le dire, tourisme participatif, dans différents domaines. Et puis là, tu arrives à Nice avec un projet en main, clé en main, qui va nous intéresser particulièrement. Oui, merci Eric de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de voir mes amis Philippe et Nicolas qui sont toujours en ligne. Alors peut-être sur mon parcours, ben, moi je suis un militant écologiste, non pas de la première heure, mais presque, parce que je n'étais pas de la campagne de René Dumont, mais enfin, j'ai au début de ma carrière accompagné un ministre de l'Environnement, j'avais à peu près 20 ans, donc ça fait une grosse trentaine d'années. Et depuis, la question écologique et environnementale accompagne mon parcours. J'ai été, très, très rapidement, j'étais prof au Conservatoire des Arts et Métiers pendant 23 ans et aussi à Sciences Po à Paris. J'ai créé les formations en tourisme au CNAM. À Paris et dans l'ensemble du territoire français. Et j'ai veillé à ce que dans chacun de ces parcours diplômants, quel que soit le niveau, on puisse parler de tourisme durable, tourisme équitable, tourisme solidaire, donc forcément un peu d'écotourisme, et notamment grâce à mon ami Philippe Verguin qui est toujours là, puisque on avait à l'époque monté un master spécialisé en management de patrimoine, et notamment on a beaucoup parlé de patrimoine naturel, et on est intervenu là-dessus avec Philippe, et puis avec mon camarade Nicolas du ministère de l'Agriculture, je vois qu'il est encore en ligne. Il y a maintenant 2 ans, nous avions monté un cours qui s'appelle un MOOC, dont le titre était le tourisme c'est culturel, et si j'ose dire, en hommage à ce MOOC, je pourrais dire aujourd'hui l'écotourisme c'est culturel. Voilà, et depuis le 1er octobre de cette année, j'ai le bonheur d'être le manager d'un superbe projet ici à Nice, dans la plaine du Var, puisqu'il y a un gros investissement de la part des collectivités, en gros 80 millions d'euros pour construire un campus nouvelle génération, connecté, un peu à l'image de ce qui se fait à Aix-en-Provence avec le camp. Et on m'a proposé d'être le manager du projet tourisme en partant d'une feuille blanche. Donc c'est formidable de partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on peut, bien sûr avec d'autres, je ne suis pas seul à réfléchir, mais on peut mettre toutes les idées qu'on a sur le papier et essayer d'élaborer un certain nombre de stratégies. Voilà, donc voilà un peu mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. Alors forcément, qui dit Nice dit au moins deux rayons d'activité et une stratégie à plusieurs échelles. En tout cas, il y a aujourd'hui une volonté dans le projet que je porte de s'ouvrir d'abord à la francophonie. Et quand on parle du tourisme, bien sûr, la francophonie, je pense souvent à nos voisins de la rive sud de la Méditerranée, mais en descendant bien sûr en Afrique subsaharienne, où on est à peu près tous convaincus que c'est là que l'avenir du tourisme se situe et que finalement les nouveaux modèles de développement touristique vont s'imaginer. Et puis bien sûr, la Méditerranée, on en a parlé récemment avec Eric, et vous en parlez depuis maintenant plusieurs jours grâce à Défimed. Et on est absolument aussi ici convaincu à Nice qu'il y a de la mutualisation, il y a des échanges d'expériences, il y a de l'intelligence collective à construire avec les acteurs du nord de la Méditerranée. Donc, je pense à Pierre et d'autres, bien sûr, qui sont
fortement impliqués sur ce sujet en France et ailleurs, mais aussi bien sûr avec nos amis, notamment maghrébins que je salue et que j'ai vus depuis quelques minutes. Donc voilà un petit peu mon parcours et ce que je porte un petit peu aujourd'hui. Alors peut-être pour reprendre un peu aussi le débat qui a été lancé par Anne-France et souligné par Pierre et les autres intervenants, moi je suis convaincu aujourd'hui qu'on est à une étape un peu cruciale dans le fond de cette notion d'écotourisme. Il y a une vingtaine d'années, moi quand j'ai commencé à enseigner dans les activités touristiques, quand on parlait d'écotourisme, c'était d'abord un vœu pieux, ça relevait un peu de la chimère ou du fantasme, et puis c'était plutôt une vision soit naturaliste, soit écologiste. Donc on était un peu marginalisé, disons, quand on en parlait, et c'était d'un œil un peu convenu qu'on nous regardait et qu'on nous plaçait un peu dans un coin, quelque part, de façon un peu lointaine dans le monde académique. Je crois qu'il y a eu une première prise de conscience lorsque la question patrimoniale s'est posée, c'est-à-dire quand on est passé dans le fond d'une vision purement naturaliste à une question patrimoniale, c'est-à-dire englobant un écosystème. Et je crois que ça a commencé à intéresser beaucoup les différents acteurs. Et aujourd'hui, je crois que la question centrale, c'est une question à l'échelle des territoires, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aborde ces questions écotouristiques à l'échelle d'un territoire en y intégrant, bien sûr, les dimensions économiques et culturelles. Si j'ose dire, en 20-25 ans, moi, depuis mes premières expériences, si j'ose dire, on est passé du stade de la préoccupation au stade aujourd'hui de la réalité. Donc, il y a quand même un certain nombre d'évolutions qui ont été tangibles. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est que pour moi, une démarche écotouristique aujourd'hui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est une volonté collective à l'échelle d'un territoire. Et pendant longtemps, la volonté, on ne la trouvait pas dans le fond. Donc, c'était un peu compliqué d'associer différents acteurs qui ne voulaient pas travailler. Je crois qu'aujourd'hui, et par exemple, dans les RPI niçois que tu connais bien, Eric, qui a vécu il y a quelques semaines la tempête Alex avec les ravages que vous avez pu en lire dans la presse, bien sûr, c'est ici, par exemple, l'occasion de fédérer les acteurs et d'avoir une vraie volonté collective à l'échelle d'un territoire. Le deuxième critère, c'est une démarche collective de la part des acteurs. Et Pierre l'a dit tout à l'heure, je suis intimement convaincu que quand on parle de cette démarche écotouristique, c'est en y associant l'ensemble des acteurs de la chaîne touristique et pas simplement des guides ou des agences de voyage. Donc là, il faut absolument essayer de fédérer l'ensemble de ces acteurs, que l'on parte d'abord des questions de mobilité, jusque bien sûr aux hébergeurs et tout ce que vous connaissez bien. Ensuite, le troisième critère, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire il faut qu'aujourd'hui, on soit dans la capacité d'avoir une démarche stratégique partagée par l'ensemble de ces acteurs des différents segments. Et puis, c'est tout bête, mais pour que les entreprises s'y intéressent, il faut qu'il y ait une notion économique de rentabilité à moyen terme. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir des logiques sans doute un peu différentes. Et puis, le quatrième critère, c'est l'humain. On en parle, et vous en parlez avec passion. Et moi, je suis convaincu que dans les activités touristiques, quand on parle d'écotourisme, c'est l'humain, c'est d'abord les visiteurs, mais c'est surtout et avant tout les habitants, l'appropriation de ces questions écologiques, environnementales par les habitants. Et on voit que c'est absolument central aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième petit point sur lequel je voulais vous dire quelques petites choses. Et puis, le troisième point, puisque c'est la thématique de l'atelier, c'est la question de la formation. Je vais vous donner une anecdote. En 2012, j'ai fait pour le ministère de l'équipement et des transports à l'époque en France une petite étude sur les métiers verts du tourisme. Et j'ai été fichu dans le fond, après une analyse assez poussée, de déterminer une typologie des emplois verts du tourisme parce que dans le fond, ça n'existait pas. Et je suis assez d'accord avec Pierre sur le sujet. Je crois qu'on a une vraie difficulté là-dessus. Donc, quand on parle de formation, habituellement, dans de l'ingénierie pédagogique, on parle des métiers, on parle des activités, on parle des compétences. On fait une ingénierie relativement simple, bien sûr, qu'on connaît bien. C'est une méthodologie notamment du ministère de l'Emploi. Mais la grande complexité pour les métiers liés ou les activités liées à l'écotourisme, c'est qu'il n'y a pas de métier en tant que tel. C'est-à-dire que c'est un verdissement, on a beaucoup utilisé ça, des différentes activités, des différents métiers, des différentes compétences. Et moi, je crois aujourd'hui que dans le fond, on est dans un processus de reconstruction, une reconstruction suite à la crise que vous connaissez bien, une reconstruction qui doit associer bien sûr d'un côté les producteurs, c'est-à-dire ceux qui génèrent une valeur sur le marché, puis de l'autre côté les consommateurs et les visiteurs. Et puis derrière,
il faut partager les différents éléments. Donc, bien sûr, il faut penser à la formation des jeunes qui arrivent sur un marché, c'est-à-dire quelle est leur employabilité et quelle est leur valeur ajoutée d'employabilité au regard des attentes des entreprises. Et ça, je crois que c'est une vraie réflexion qu'on doit avoir. Et puis, d'un autre côté, c'est la formation des acteurs existants. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les acteurs existants aujourd'hui sur le marché qui arrivent à survivre à cette crise ou qui arriveront à survivre à cette crise de façon dynamique et les convaincre que dans le fond, l'écotourisme, c'est une sacrée valeur ajoutée dans une compétition très importante que l'on connaît partout. Enfin, pour finir, moi je suis convaincu aussi, et je crois que c'est Pierre qui a dit tout à l'heure, qu'on a eu pendant longtemps, en tout cas en France, une culture quantitative. Donc, les statistiques, c'était le quantitatif. Et moi, il y a un truc qui m'agace depuis 30 ans en France, c'est la célébration du nombre de visiteurs internationaux, etc. Je trouve ça absolument ridicule, quelle que soit d'ailleurs la véracité des statistiques qu'on présente aux journalistes ébahis chaque année. Mais je pense qu'aujourd'hui, la bascule doit être totalement opérée, passer du quantitatif au qualitatif. Et je crois que la question écotouristique, c'est bien celle-là, c'est-à-dire quelle qualité de tourisme on veut, quelle qualité de territoire on veut, quel professionnel, dans le fond, on veut aider à faire émerger, quelle élévation, compétence aussi on veut accompagner. Je crois que c'est vraiment un enjeu clairement posé. Et lorsque Eric m'a proposé de participer à ce petit atelier, moi je lui ai dit, c'est vraiment formidable parce que je suis convaincu aujourd'hui que c'est une culture collective, c'est de l'intelligence collective. Il y a sans doute des bonnes pratiques à prendre partout. Et c'est une vision franco-française qui m'énerve aussi assez souvent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on sait tout et que les autres ne savent rien. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une vision largement partagée, il y a sans doute beaucoup à prendre d'opérateurs touristiques qui ont l'habitude de faire sans doute mieux avec moins au départ. Donc je pense que c'est un défi aussi pour les acteurs français qui ont été longtemps des donneurs de leçons. Et je pense que c'est bien aussi d'ouvrir un peu les écoutilles et de se dire qu'on a beaucoup à prendre de nos amis de l'autre rive de la Méditerranée. Donc voilà un petit peu moi ce que je voulais vous dire avec les quelques années qui sont les miennes dans le monde académique et avec la passion naturaliste et environnementale qui est toujours la mienne. Et donc je pense que oui, l'écotourisme c'est culturel au sens des modes de vie, au sens de la compréhension d'un territoire. Donc merci Eric pour ton invitation et je laisse la parole à mes camarades d'intervention. C'est moi qui te remercie, Brice. Et puis de toute façon, écoute, je crois qu'on est parti, j'espère de tout cœur, pour une belle coopération. On est très locaux et même si le confinement nous empêche de nous voir, on a réussi à se voir avant. Et puis vu le projet que tu portes, je vous ai mis un lien dans le chat sur un rapport, un travail qui a été fait par la Chambre de commerce de Nice sur le tourisme vert, qui est tout à fait remarquable. La plupart des rapports, on s'ennuie et n'apporte rien. Celui-ci, c'est un vrai travail qualitatif qui a été fait d'identifier et de questionner un petit peu ce tourisme vert. Je dois dire que c'est vraiment bluffant. J'espère qu'on pourra travailler vraiment avec cette équipe. Parce qu'à Nice, il y a beaucoup de choses à faire. À Nice et sur les Alpes-Maritimes au sens plus général. Ça va, Charles, tu tiens le coup parce que tu interviens en dernier. Alors, c'est toujours, pour moi, c'est la meilleure position, mais bon, tu es obligé d'attendre quand même ton tour. Merci pour ta place. En tout cas, avant de te donner la parole, parce que je ne vais pas te la donner tout de suite, c'est pour ça que je te faisais un petit coucou. Je vois que Rachid Oublil s'est connecté. Alors, je voulais savoir si Rachid, tu pouvais t'exprimer. Je tente désespérément de t'activer ton micro. Oui, évidemment, lui aussi, il est comme Mayedine, il maîtrise complètement l'informatique. Donc, relativement. Bonjour Rachid, ravi de t'avoir avec nous. Je dois dire que j'ai des échanges tout à fait formidables avec toi parce que tu impulses beaucoup de choses au niveau d'Agadir et de l'École nationale de commerce, dont tu es le directeur adjoint. Et tes idées vont certainement, parmi elles, au moins une l'année prochaine, prendre corps avec Defimed. Je le souhaite en tout cas de tout cœur.
Donc, je te laisse pareil te présenter et puis peut-être voilà, donner ton opinion par rapport à ce carrefour qu'on vit et le rôle que l'écotourisme peut jouer dans les formations et dans des projets avec les jeunes. Et avec toi, je termine en disant qu'on peut faire un pas de côté parce qu'on n'est pas seulement dans la formation universitaire, tu es pilote d'une association aussi. Et là, on va voir qu'on va pouvoir rejoindre l'univers de Charles. Exact. Alors, exactement. Merci beaucoup, Eric. D'accord. Donc, c'est toujours un grand plaisir de participer aux activités de DefiMed et surtout à cette université. Donc, je te remercie aussi d'avoir m'amené, me guider vers ce monde de l'écotourisme. À vrai dire, je commence à tomber amoureux de l'écotourisme. C'est à cause de toi, grâce à toi plutôt. Hein. D'accord. Donc, franchement, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Rachid Omlil. Je suis directeur adjoint de l'École nationale de commerce et de gestion de la ville d'Agadir. Agadir qui est une ville bien sûr touristique dont il y a deux catégories de tourisme. Il y a un tourisme balnéaire, il y a un tourisme rural, donc est purement et écologique. Également, je suis responsable d'une formation en management du tourisme. C'est une licence que j'ai lancée en 2017. D'ailleurs, l'objectif de cette licence en management du tourisme, c'est surtout initier les jeunes aux questions et au questionnement de tourisme, pas uniquement balnéaire, mais aussi rural. Donc, chose qui nous a permis d'ouvrir des centres, pas uniquement à Agadir, mais carrément dans toutes les contrées de la région Souss-Massa, et j'allais dire dans 5 villages de la région Souss-Massa. Aussi, j'encadre des thèses en tourisme et plus particulièrement avec des problématiques liées. Une est liée à la question de l'open innovation en relation avec le tourisme. Et la deuxième, c'est sur le tourisme et sa relation avec le digital et l'impact des technologies de l'information et de la communication sur le tourisme. Alors, moi, aujourd'hui, en fait, en écoutant et en suivant minutieusement les différentes interventions, je vois qu'il y a des synergies qui se développent et surtout qu'au travers des formations, on pourra faire pas mal de trucs, on pourra également développer pas mal de choses liées surtout au tourisme écologique. Alors, mon intervention, je souhaite partager surtout avec vous un point sur un projet que j'ai intitulé Paget, que je souhaite peut-être mettre en place si on doit réfléchir tous ensemble s'il y aura cette possibilité. Et il est lié bien sûr au développement de tourisme écologique pour tous les jeunes de la Méditerranée. Le projet, je l'ai intitulé Paget. Et Paget, c'est une abréviation de programme d'autonomisation des jeunes entrepreneurs en tourisme écologique. Car il ne suffit pas aujourd'hui uniquement de se limiter à la formation des jeunes pour qu'ils soient juste des employés peut-être dans des unités touristiques rurales ou écologiques, mais il nous faudra également développer ou stimuler cet esprit d'entrepreneuriat chez ces jeunes. Et ceci grâce, bien sûr, à l'innovation, aux pratiques de l'innovation, etc. Alors, Projet, c'est un programme qui propose d'exceptionnelles opportunités et d'emploi aux jeunes, surtout de la Méditerranée. C'est également occasion offerte à ces jeunes pour développer des idées innovantes et atténuer les menaces sur le tourisme écologique. Donc, il a le Paget, on peut dire qu'il cherche à réaliser surtout les objectifs du millénaire pour les développements et contribuer également à la prospérité, j'allais dire, économique et à l'amélioration du bien social des zones touristiques, surtout rurales. Alors, Paget, en tant que projet, il a un objectif global, bien sûr lié à l'emploi et l'employabilité des pays de la Méditerranée et de leur jeunesse. Mais ces challenges, ils dépassent bien sûr une simple création d'opportunités de recrutement, mais il devient surtout une première occasion pour stimuler ces jeunes un esprit d'innovation, un esprit de création pour devenir surtout des entrepreneurs
des entrepreneurs en tourisme écologique. Donc, les objectifs, cet objectif global, on peut le décliner en plusieurs sous-points que je peux résumer en 2 à 3 grands points. Le premier, c'est ce Paget, il va permettre surtout la génération des idées de projets innovants pour le tourisme de demain et pour les pays de la Méditerranée. Lorsque je parle tourisme de demain, surtout je fais appel ici au tourisme écologique. Ensuite, c'est des propositions également des projets innovants en tourisme écologique tout en répondant aux défis de développement. Et puis, on vise également au travers Paget à former des jeunes sur les thématiques de l'entrepreneuriat innovant basées sur des ressources limitées. Pourquoi des ressources limitées? Ici, je fais appel surtout aux caractéristiques de l'Afrique en général et de quelques pays de la Méditerranée, quelques pays africains. Donc là, bien sûr, on souhaite à stimuler cet esprit de l'entrepreneuriat en tourisme écologique chez les jeunes, mais en se basant sur des ressources qui sont très limitées, surtout en termes d'argent. On a des ressources humaines, donc il faudra qu'on exploite d'autres ressources. Également, il vise à un échange de connaissances et partage d'expériences entre les jeunes de la Méditerranée sur le tourisme écologique. L'objectif, c'est qu'on parle de la Méditerranée, on parle d'une certaine diversité, donc il faudra créer des synergies entre ces jeunes. Le projet Paget, il cible 2 catégories de jeunes. Ceux qui disposent déjà d'idées brutes de projets innovants en tourisme écologique, en tourisme alternatif, et ceux qui souhaitent joindre un porteur de projet, mais qui disposent d'une expertise peut-être technique en tourisme écologique, en agrotourisme, en agritourisme, etc., ou managérial. Ça veut dire là, on dispose de groupes de personnes et on va essayer de les mélanger. Quelqu'un qui a déjà une idée et l'autre qui n'a pas une idée, mais qui peut apporter son expertise, qui est soit technique, soit managériale. Alors, comment on souhaite la méthodologie de mettre en place ce projet Paget? C'est un programme qui va s'étaler. Donc, déjà, c'est un programme qui sera virtuel. Bon, pourquoi virtuel dans cette édition? C'est déjà la situation pandémique qui ne nous laisse pas, qui ne donne pas les conditions et qui entrave surtout le contact physique avec les gens. Donc, on a pensé à le mettre carrément virtuellement. Et c'est un programme qui va s'étaler sur plusieurs mois ou plusieurs semaines, d'accord, avec un menu très riche en activités. Donc, les activités que je peux juste décliner en 3 ou 4. Une première, il sera une plateforme dans laquelle on va initier… Peut-être Rachid, on ne va pas rentrer dans le détail à ce niveau-là, si tu me le permets. Je pense que déjà, Ouais. on a le cadre. Moi, je tenais à dire que tu ne pars pas de rien non plus. Alors, j'ai mis le lien de ton association, Arcide. Déjà t'impliques au niveau de l'Afrique sur une route des musiques traditionnelles, des musiques traditionnelles berbères, un petit clin d'œil à Fatma en passant, et que tu es déjà très impliqué dans des projets comme ça et dans l'accompagnement d'idées, de création de projets de jeunes en Afrique. Donc, je trouve ça formidable. Tu es quelqu'un d'assez expérimenté. Tu n'es pas un uluberlu qui a des bonnes idées, mais qui n'a pas les moyens de ses idées. Quand tu as des idées, j'ai bien compris que généralement, ça se concrétise. Donc, je crois que le rôle de Defimed et puis peut-être de nos réseaux, là, de nos partenaires universitaires, c'est pouvoir étudier ton projet et voir de quelle manière, si c'est opportun, l'enrichir et mutualiser. Là, vraiment, on a bien compris. Mais à ce stade-là, je pense qu'on va s'arrêter là parce que d'abord, je voudrais vraiment laisser la parole aux 2 derniers, à Charles, le dernier intervenant. Et puis revenir dans l'interaction et discuter avec tout le monde de ce projet. Voilà. D'ailleurs, projet, tu me diras si on pourra le partager, parce que tu as fait une concept note, donc c'est quelque chose qu'on pourra retrouver dans les détails. En tout cas, merci Rachid, tu m'as fait peur. Merci à toi aussi. J'ai cru que tu ne serais pas là. Autour de Charles, je fais juste encore, pardon Charles, je maintiens le suspense. Je n'ai pas parlé de Valérie Louba, directrice de Grasse Campus. Alors, j'aimerais quand même en dire 2 mots quand même parce que
Nous sommes grassois, hein, je rappelle, l'association des FIMED. Nous interagissons de plus en plus avec le pays de Grasse. Nous avons envie de monter beaucoup de choses parce qu'évidemment, le pays de Grasse, comme on l'a dit depuis ce matin, c'est un patrimoine immatériel et puis connu dans le monde entier pour ce que vous savez. Et c'est vrai que ce campus est en train de se lancer avec Valérie s'excuse, elle ne pouvait absolument pas intervenir cet après-midi, mais elle m'a fait part de quelques éléments. Donc, juste 2 mots pour dire que Grasse Campus, c'est 5 départements, arômes et parfums, chimie, management, ingénierie et art et humanité, et que l'écotourisme dans la vision de Grasse Campus doit prendre à la rentrée 2021 une place grandissante. Donc, elle tenait à faire part à la fois de l'existence de ce campus, mais aussi de sa volonté de collaborer avec des FIMED et vous tous. Donc, il y a vraiment une dynamique aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Et je tenais aussi à dire que tout le monde n'a pas pu intervenir dans notre réseau universitaire. Et de toute façon, il y aurait eu difficilement la place quand même. Mais nous avons la chance depuis 3 ans de travailler avec un réseau grandissant d'établissements d'enseignement supérieur. Donc voilà, je salue notre vice-présidente des FIMED, Azat Emesek, qui est enseignante à la Haute École de Commerce de Carthage notamment, et qui joue un rôle formidable et très dynamisant. Elle ne pouvait pas être des nôtres non plus cet après-midi. Je vais laisser enfin la parole à Charles d'une patience québécoise, même si c'est un Français. Charles, ben écoute, là, on va carrément sortir de la formation et de l'enseignement supérieur pour parler de votre initiative qui ne concerne pas que les jeunes, hein, je le précise d'emblée, j'ai bien compris, mais qui va quand même, qui aspire notamment un courant jeune dans ce que vous faites. Et l'idée, c'est de travailler avec Pierre Torrente ensemble et des FIMED sur votre implantation, si je puis dire, d'abord française, et je le souhaite de tout cœur, euro-méditerranéenne. Donc, je te laisse présenter un petit peu votre programme, qui a été déjà présenté et résumé tout à l'heure. Ok, merci beaucoup Eric, et puis merci de cette invitation. Honnêtement, effectivement, moi Charles Mani, je suis fondateur et président de Villagement. Je me définis comme marin, explorateur et entrepreneur en innovation sociale, technologique aussi. Donc j'entreprends quand j'ai un peu de temps, quand je ne suis pas sur la mer. Mais je me suis demandé, puis je me dis, qu'est-ce que je fais dans cette session-là? Donc là, je comprends le lien, mais en même temps, je me suis dit, j'ai quand même un lien fort. Je suis originaire d'un petit village qui est à une vingtaine de kilomètres d'Aix-en-Provence, qui s'appelle Rognes. Et donc, j'ai un ancrage très profond en Méditerranée. C'est-à-dire que Québec, au travers de Gibraltar, on est quand même connecté à la Méditerranée, là, parce qu'on a le fleuve Saint-Laurent qui nous relie. Mais cet ancrage méditerranéen me semblait important à partager. Mais surtout, ce petit village, c'est lui qui m'a amené à me questionner, puisque je suis un pur produit de l'exode rural, puisque quelques années après nombreuses chemins de traverse d'études dans des villes, je me suis retrouvé à Québec. Et de me questionner, et Villagement, en fait, sort un peu de ce point-là, c'est que l'écologie, c'est imaginer une planète où tout le monde vivrait dans des villes, la majorité de la population densifiée, avec des murs pour se protéger des pandémies, des phénomènes migratoires, entouré d'agriculture intensive pour se nourrir. Ailleurs, une planète no man's land, manque de vitalité dans les régions, la ruralité. C'est une planète qui va directement au chaos. Donc, il est très important que quand on parle d'écologie, on tienne compte de l'ensemble de l'équation économique qui amène, et le tourisme, le voyage est un outil qui permet d'amener les gens à redécouvrir leur territoire, à redécouvrir cette ruralité, à sortir un petit peu du monde dans lequel on est tout à fait désigné à aboutir là, en termes de développement économique non durable. Donc nous, au niveau de Villagement, puis je reviendrai un petit peu sur les principes de Villagement, puis sur le projet qui nous anime, pour Villagement, ce qui est important, c'est un tourisme pour le développement, puis je suis d'accord avec Pierre qu'il va falloir travailler sur, mais tourisme pour un développement durable, c'est-à-dire intégrer cette notion de territoire, de meilleure répartition, du développement, entre autres, économique, pour pouvoir, au final, être capable aussi de protéger cette planète. Donc, tourisme durable, mais qui inclut l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme responsable. On parlait d'agritourisme, il y a quelqu'un qui l'a mentionné. Tout ça, ce sont des éléments contributeurs à avoir un tourisme qui
avant d'être un métier ou une industrie, le tourisme, c'est avant tout être capable de rencontrer, d'échanger, de comprendre, développer, protéger. C'est remettre l'humain au cœur même de cette fantastique possibilité de voyager. Voyager, ça commence à quelques kilomètres de chez soi pour mieux comprendre ses voisins et ensuite progressivement de vouloir aller au-delà de l'horizon. Donc, Village Monde, c'est une fondation, en quelques mots, une organisation que j'ai fondée en 2010 qui veut favoriser l'essor et la promotion d'un tourisme durable, un tourisme un petit peu différent, mais surtout un impact positif. C'est-à-dire on a un cadre de labellisation qui nous permet de mesurer l'impact, évidemment social et économique, environnemental, mais aussi culturel, parce que la culture, c'est issu du territoire aussi, là, donc il est très important justement de pouvoir associer tout ça. Alors, on est présent maintenant dans 65 pays, 1200, donc au niveau pourtour méditerranéen, principalement au Maroc et en Tunisie, mais avec une grande ouverture. Alors, les jeunes, dans notre initiative, les jeunes, il faut les placer un peu en capacité de pouvoir prendre en main et au cœur de leur destinée, de notre destinée, de la destinée de la planète. Donc, au niveau formation, on intervient finalement à deux niveaux. Au niveau des acteurs locaux, on fait un appui principalement sur deux aspects. La partie transition digitale. Aujourd'hui, le voyage, tous les choix de voyage se font avant tout devant un ordinateur. Donc, c'est bien important pour être capable d'aller au bout du chemin, de connaître, puis de pouvoir répertorier, d'avoir ce premier contact. Et on sait que la puissance de l'industrie touristique dans le domaine du digital, sans regroupement et réseautage de toutes ces petites initiatives, très difficile de se faire apparaître. Donc, on appuie les acteurs par une plateforme qui s'appelle Vaolo et par un certain nombre de formations qui permettent à ces acteurs-là de se connecter avec le marché du tourisme. Et l'autre aspect, c'est tout un aspect éclairage, promotion, commercialisation. Là, on fait des formations à ce niveau-là. Formation, mais je dirais animation-formation, c'est-à-dire être capable aussi de prendre les meilleures pratiques, développer il y a quelqu'un dans la table qui a parlé justement d'être capable de créer ce savoir commun et être capable ensuite de le diffuser. Au niveau de l'initiative dont parlait Eric, on a parcouru le monde, évidemment, il est arrivé actuellement ce qui se passe et en 2021, donc après être présent dans 65 pays avec 1200 initiatives, on s'est retrouvé au Québec, on est revenu au Québec et on s'est aperçu que nos jeunes ne connaissaient pas le Québec. Il faut trouver du positif à chaque situation et donc on a été amené à développer un programme qui s'appelle Expérience Québec où on a permis au travers, donc, juste pour réexpliquer, les jeunes, on les voit aussi non seulement pour être capable de redécouvrir notre propre territoire, aller un peu plus loin sur nos chemins, mais aussi inspirer le voyageur à voyager autrement. Donc, c'est le rôle qu'on appelle explorateur. Donc, et on crée des académies qui permettent de former ces jeunes. Parce qu'il faut former les acteurs locaux, mais il faut former les voyageurs également. Puis avant de former les voyageurs, il faut les inspirer à voyager autrement. Parce que si on a les meilleurs acteurs locaux, le meilleur réseau de tourisme ou d'écotourisme, mais que les voyageurs ne sont pas inspirés d'y aller, on travaille pour rien. Donc, il faut travailler sur les deux côtés de l'équation du tourisme. Donc, ces jeunes, donc on a fait une formation à peu près avec 35-50 jeunes après un concours de recrutement qui est passé au travers des universités, mais qui est passé aussi au travers des jeunes professionnels. Ces jeunes, on les a formés à des savoir-faire, à des savoir-être, à l'aspect de la rencontre, de la redécouverte, des valeurs qui nous animent. Et ils sont partis sur le terrain. Ils sont partis sur le terrain 3-4 semaines, redécouvrir. Alors, au Québec, on a une particularité, on a un fleuve et tout le développement économique s'est fait le long du fleuve, ce qu'on appelle l'autoroute touristique. Ça part de Toronto, c'est en dehors du Québec, mais mettons de Montréal, ça s'en va jusqu'au bout de la Gaspésie. Mais il faut apprendre à sortir de cette autoroute. Il faut s'apprendre à prendre les petits chemins de traverse qui permettent, et à 50 km au nord de cette autoroute-là,
on retrouve des initiatives fantastiques, mais que personne ne connaît. Donc, ces jeunes sont partis sur ces routes-là, sont allés explorer, ont partagé toutes leurs belles découvertes, ont mis la lumière et la promotion sur ces découvertes-là et ont permis ensuite de développer un projet où l'objectif, parce que dès que ça a déconfiné au Québec, tout le monde est parti en Gaspésie et on a eu des problèmes de gestion d'achalandage, comme Pierre le mentionnait au départ. Puis là, aujourd'hui, on continue à travailler avec ces jeunes et donc on prévoit d'autres procédures de recrutement pour faire en sorte que le voyageur, avant de partir à l'autre bout du monde, redécouvre aussi son propre chez-soi, commence à voyager dans son arrière-cour. Alors, le lien avec la Méditerranée, au-delà du fait que je viens d'un petit village de Méditerranée, c'est que pour 2021, on s'est donné comme objectif, en partenariat, ça semble se dessiner ainsi, parce qu'on prenait un ancrage avec l'Occitanie, qui est un des membres de la Méditerranée. On s'est donné un lieu, on a eu une des étudiantes de Pierre là, qui fait un travail fantastique justement dans l'initiative au Québec, qui est maintenant qui travaille pour nous en France en lien avec Alicia, avec Defimed, avec Eric. On veut organiser une académie 2021, donc Académie des explorateurs, probablement autour de l'automne, mais il va y avoir tout un processus en lien peut-être avec le mois de l'écotourisme dont il a été question. Puis je m'excuse à cause du décalage horaire, je n'ai pas toujours suivi les rencontres du matin. Je fais des insomnies, mais pas au point de venir vous rencontrer en plein milieu de la nuit. Mais donc l'idée, c'est d'organiser cette académie, de propulser un certain nombre, un réseau de la jeunesse qui, au travers de leurs initiatives, de leurs découvertes. Puis pourquoi on met beaucoup cette notion d'exploration et de découverte, c'est que pour protéger, il faut aimer, puis pour aimer, il faut connaître. Sans connaître ce qui existe, on ne peut pas. Pour protéger la planète, il faut la connaître dans ses plus petits retranchements. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de personnes qu'on rencontre qui ont cette conscience de la planète, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Le voyage est un outil, puis nous, on croit beaucoup au fait que le voyage doit être une source et une inspiration pour le changement. Puis le voyage, c'est un trait d'union pour faire de meilleurs citoyens au bout du compte. Donc, l'idée, c'est que ces jeunes qui vont être candidats, puis qui vont être sélectionnés au travers d'un processus, suivent une académie avec les plus grands explorateurs, influenceurs du moment, des penseurs, des universitaires. C'est 8 jours, ensuite, c'est ça, Charles? 8 jours à peu près? Oui, c'est entre 5 et 8 jours. On va faire une partie virtuelle, puis une partie physique. Donc, la partie physique, encore là, dépendant de où on sera rendu à ce moment-là, ça va être 4-5 jours. Puis, il va y avoir 3-4 jours au niveau virtuel là, pour commencer à amener les jeunes à réfléchir là-dessus. Évidemment, il faut préciser aussi, tu ne l'as pas dit, Charles, que tout est pris en charge par votre fondation, c'est ça? Oui, tout à fait. Notre fondation, y compris l'exploration, c'est ça? Ouais, par notre fondation et des partenaires. C'est-à-dire que chaque académie et chaque initiative d'exploration, il y a la fondation, puis on travaille avec l'appui de différents partenaires. Et on ne travaille jamais seul. C'est encore là, très humblement, on s'en vient en Occitanie, on est intéressé à travailler avec les pourtours de la Méditerranée parce que je trouve ça fantastique. Moi, je suis un navigateur, donc j'ai navigué beaucoup en Méditerranée. Les océans n'ont jamais été un obstacle, ce n'est pas une frontière, un océan. Donc le fait d'avoir ce réseau universitaire d'acteurs, je n'ai pas pu finalement assister hier aux présentations, mais Olivia, ma collègue, était là. C'est fantastique de pouvoir imaginer ce réseau-là. Donc, cette idée-là, c'est vraiment très humblement, en partenariat avec Defimed, avec Laetitia, de pouvoir développer ce réseau et surtout le promouvoir, le connecter, être capable ensuite que les jeunes puissent inspirer des voyageurs à aller découvrir ces initiatives-là, dans le respect évidemment de la capacité d'accueil. Puis là, je suis d'accord avec Pierre, il ne s'agit pas
Puis, il y a toujours des ratios, puis je ne suis pas universitaire dans ce secteur-là. Je suis universitaire, mais dans un autre secteur. Mais il y a des ratios à respecter. Si on amène un autobus de 50 personnes dans un village de 500 habitants, c'est aussi catastrophique que d'avoir 1000, 2000 personnes dans un… Il y a des ratios à respecter entre le nombre de visiteurs, l'acceptabilité sociale. Ici, au Québec, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Puis la capacité, on parle beaucoup de voyage authentique, mais à partir du moment où on voyage, on rencontre, on modifie de toute façon. Donc, tout ça pour Très dire bien, qu'on est plein de bonne volonté. J'ai deux petites questions complémentaires avant peut-être de laisser réagir Pierre par rapport à ce projet que vous avez imaginé tous les deux. Et puis après Anne-France, pour réagir un petit peu à tout ce qui a été dit pour lancer les derniers quarts d'heure, 20 minutes. Deux petites questions. La première est fondamentale. Est-ce que j'ai le droit de candidater pour être explorateur? alors, tout le monde peut candidater, mais c'est vrai que on verra dans les communications. Puis vous pouvez aller voir sur academiebaolo.com finalement ce qui a été fait. Puis il y a Expérience Québec là, qui vient de voir le jour récemment en termes de plateforme. On s'adresse beaucoup aux jeunes. Puis comme je l'ai mentionné, toi puis moi, Eric, là, on peut explorer. Mais moi, ce que je veux, c'est que les jeunes inspirent. Les jeunes inspirent les futures générations, mais même les générations qui les précèdent. Mais moi, je suis très jeune, je suis très très jeune, Charles. Je ne vais pas mon âge. Là. Oui, deuxième question, plus sérieuse, bien sûr. Deuxième question, est-ce qu'on peut, tu crois, ou est-ce que c'est trop prématuré? Enfin, pardon, j'anticipe votre projet avec Pierre, mais est-ce qu'on peut imaginer que des jeunes de la Rive-Sud puissent participer à cette académie et puissent se mobiliser? Ben, tout à fait. Moi, encore là, je pense que les échanges sont des outils extraordinaires de formation. Parce qu'on apprend autant de l'autre et je pense que le complément par rapport à des formations universitaires, puis ces échanges, puis ensuite ces explorations de terrain amènent une richesse. Donc, tout à fait. Et puis, on pourra voir ensemble comment on organise ça là, pour faire en sorte que ça fonctionne, qu'on étudie au bout du compte, il y aura quand même à regarder l'ensemble des budgets, mais oui, dans le principe, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire. Et inversement, c'est-à-dire que les jeunes, que cet échange permette à certains d'aller aussi sur les autres rives de la Méditerranée, découvrir, explorer, puis être capable ensuite d'en parler entre eux. Là. Très bien. Pierre, je te laisse réagir avant Anne-France. Oui, rapidement. Donc, d'abord, merci à tous les intervenants parce qu'il y a eu des témoignages et des argumentaires qui étaient tout à fait intéressants. Pour réagir sur le dernier, évidemment que si au-delà, j'allais dire, du plaisir que j'ai travaillé à la fois avec Charles et puis Defimed, et en particulier Eric et Anne-France et toute l'équipe. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure dans la formation, vous avez vu, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé ensuite de faire attention, et Brice l'a repris également à la même analyse, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait dans les formations en écotourisme. Il ne faut pas, parce que c'est à la mode, tout d'un coup, on transformerait une démarche en un métier, et puis après, à la fin, on aurait des étudiants qui pointeraient ailleurs que dans les structures touristiques. Voilà. Donc là, on a quand même une responsabilité, et j'allais dire, ce qui doit nous caractériser, c'est de bien regarder ce qui est la tendance de court terme et de ce qui est la tendance de long terme. Par contre, ce qui manquait, et le maillon qui manque également, c'est la rencontre avec les milieux socioprofessionnels, la découverte et l'expérimentation. Voilà. Donc, je ne l'avais pas développé tout à l'heure puisque j'avais bien vu que Charles était là, et je le savais. Je savais ce qu'il allait dire. Et l'expérimentation est fondamentale, et j'allais dire, Olivia pourrait en témoigner, même si malheureusement, elle n'a pas fait autant de terrain qu'elle aurait souhaité. Enfin, il a tourné dans quelques mètres carrés pour cause de confinement, mais on sait très bien que cette expérimentation est nécessaire et qu'en même temps, que ce soit par l'intermédiaire des étudiants ou que ce soit d'ailleurs par l'intermédiaire d'opérations
comme celle de ces 3 jours. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est aussi la rencontre entre les différents mondes et en particulier le monde de la formation et le monde socio-professionnel. Et notamment dans le champ du tourisme, je pense qu'on va être plusieurs à avoir partagé ces expériences. Il y a par moment le monde universitaire, j'allais dire, appelons un chat, qui a parfois un complexe de supériorité. Et il y a les socioprofessionnels qui par moment, regardent le monde universitaire en se disant ces gens-là, ils sont hors sol. Et parce que nous, j'allais dire, on est dans notre monde et avec notre vocabulaire, avec nos codes, enfin, etc., qui ne sont pas quand même des plus, j'allais dire, toujours des plus pertinents. Et donc, on a ce besoin, et l'expérimentation le permet, de faire se rencontrer ces deux mondes. Parce que ce que l'on va imaginer, et d'ailleurs le campus des métiers, je dirais, c'est un peu ce qui en fait la force, puisqu'il associe socio-pro, laboratoire de recherche, enseignement secondaire et enseignement supérieur, l'ensemble des acteurs dans le dispositif. Et c'est de cette rencontre, via en particulier, mais pas que la formation de développement dont on a parlé à Agadir, mais via l'expérimentation qui permet d'obtenir du résultat et nous de collecter du matériau également et de regarder ce matériau, ce que l'on peut en faire demain dans nos cours, dans nos travaux de recherche, etc. Donc on voit bien que, si je résume, il y a vraiment 3 éléments. La formation au plus jeune âge, j'allais dire l'adaptation des formations à l'université et au milieu, expérimentation et formation professionnelle qui va être un vrai trait d'union entre les différents acteurs. Voilà à peu près, j'allais dire, le défi qui est le nôtre, mais c'est un défi qui est assez compliqué parce que le système est cloisonné. C'est-à-dire que là, je pense qu'autour de la table, on va devoir batailler pour rentrer dans les dispositifs de formation de l'école primaire. Je veux dire, on n'est pas, j'allais dire, c'est un monde à part. Ensuite, le monde universitaire, se moque de ce qui se passe à l'école primaire. Et quand on fait accréditer des formations, on nous demande certes des lettres d'intention, mais le poids est porté davantage, je fais simple et court, mais sur le caractère scientifique de la formation que l'on dépose et sur les grades des profs qui vont y enseigner, plutôt que sur l'opérationnalité ou les liens très étroits que l'on a avec le monde professionnel dans des réalisations. Voilà. Donc, on a aussi à faire sauter un certain nombre de verrous pour que demain, on puisse faire, j'allais dire, évoluer et presque en temps réel les besoins en matière de formation dans ces 3 canaux qui me semblent importants à travailler et que Defimed, à mon avis, peut lui coordonner. Voilà. Et dis-moi, Pierre, petite question quand même avant Anne-France, parce que Philippe pose une excellente question pertinente qui se pose depuis hier, notamment de la part des producteurs, c'est la formation, entre guillemets, des élus, des représentants des pouvoirs publics territoriaux. Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu aussi de les amener sur le terrain et de rencontrer la réalité du terrain à travers la transition du tourisme? J'allais dire, je suis presque mal placé pour en parler parce que les élus, on est un peu comme les universitaires, ou les universitaires, on est un peu comme les élus, c'est-à-dire qu'on ne se forme jamais. Voilà, enfin certains. Et si on regarde, j'attends, ça fait 23 ans, je crois que je suis à l'université, j'attends que l'université m'ait fait une seule proposition de formation. Donc, comme si je savais tout le temps et tout le temps. Voilà. Donc, les élus, c'est pareil. Moi, j'ai eu dans ma carrière à réaliser une étude pour le conseil régional Midi-Pyrénées à l'époque sur justement les besoins en formation des élus. Donc, quand on passait un certain nombre de revues, évidemment, et comme tout le monde ne sait pas tout, et j'avais mis une dernière question. Pensez-vous que vous ayez besoin de formation? Eh bien, 80% des élus m'ont répondu non. Voilà. Alors, je pense que le système a un peu évolué. Par contre, on l'a dit à plusieurs voix là, cet après-midi, je pense notamment que l'idée de la formation multi-acteurs, dont les élus sont un des acteurs, est une des réponses. Voilà. Et on travaille sur notre dossier justement avec Julie et elle peut en témoigner. On avait une réunion hier. On va réaliser une formation des élus dans le mois de janvier. Parce que pour développer, notamment sur des questions écotouristiques, parce que évidemment, les acteurs sont prêts à partir, mais les élus n'ont pas les prérequis pour comprendre la démarche dans laquelle tout ça s'inscrit. Voilà. Et alors, du coup, l'élu reprend sa casquette d'élu, c'est-à-dire qu'il essaye de trouver, d'abord avec ses compétences, et ce qui va lui servir
à remporter les prochaines élections. Ce en quoi je ne porte pas de jugement. Un élu, il est là pour être élu. Je veux dire, sinon, c'est plus un élu. Mais il n'empêche que par moment, il faut aider ces élus à passer le cap et à leur donner les moyens de pouvoir décider avec un certain nombre de, j'allais dire, d'éléments qu'ils n'ont pas pour l'instant. Et la faute ne vient pas que d'eux, parce qu'on n'est pas très bon dans la formation des élus. On fait un peu. Alors, j'ai vu passer le CNFPT qui fait des choses, mais on est aussi sur des délais, puisque nous, je veux dire, ils nous ont sollicité pour répondre, peut-être Brice a de l'expérience là-dedans, mais ils nous ont demandé de répondre à des appels d'offres, mais entre le moment où ils ont pensé le dispositif, le moment où ils lancent l'appel d'offres, j'allais dire, le monde a bougé déjà, que le monde a bougé. Voilà, et donc on n'a jamais répondu parce que ça nous paraissait en décalage, voilà. Et puis je pense que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le faire. Mais évidemment qu'il faut former les élus, mais j'allais dire, il faut former tout le monde. Il faut former tout le monde, mais on forme tout le monde avec un projet, parce qu'on ne forme pas pour former. Voilà, on forme quelqu'un avec une dynamique territoriale, parce que sinon on forme pour former. Voilà. Et là, j'imagine que Guylaine doit avoir aussi je vois que la caméra s'allume, j'imagine qu'elle doit avoir des lumières qui s'allument aussi pour connaître ce sujet mieux que moi. Oui, mais ce n'est pas du jeu, Guylaine, elle est très branchée dans ce qu'on fait. Donc... Mais vas-y, Guylaine, tu peux dire 2 mots, et pardon, Anne-France. Moi, Ah, on ne t'entend plus, Guylaine. Le micro s'est recoupé. Ouais. Alors, attends. Je disais par rapport aux élus et la formation des élus, bon, j'ai eu à gérer ça pendant mon mandat. C'est vrai que les élus, ils n'ont jamais le sentiment, ils sont tellement submergés par tout ce qu'ils ont à faire qu'ils n'ont pas le sentiment qu'il faut se poser pour se former. Donc peut-être, ce qui est intéressant, c'est de se former quand il y a autour d'un projet, c'est-à-dire qu'il faut contextualiser, et c'est pour ça que je trouve très très intéressant ce que tu appelles les formations multi-acteurs, c'est-à-dire que moi je l'ai beaucoup vécu, hélas, quand on a travaillé énormément sur tout ce qui était la prévention des risques, puisque Biot avait été il y a 5 ans pas mal touché, donc derrière nous avons fait une formation, mais cette formation, il y avait autant les employés territoriaux que les élus, que les associations, et on avait comme ça travaillé tous ensemble autour d'un projet. Parce que dans ces projets complexes, et on est dans des projets complexes chaque fois, quand on crée un projet, il est éminemment contextualisé, et aucun projet ne ressemble à un autre. C'est ce qu'on a dit un petit peu l'autre fois lors de l'université d'Agadir. Et donc, c'est pour ça que la formation, elle doit accompagner ce projet-là. Et avec ces besoins-là, parce qu'on ne va pas former dans le vide. Donc, il faut former avec un objectif. Moi, quand j'étais enseignante, on appelait ça tout simplement la pédagogie de projet. Hein. Et c'est des choses qu'on faisait aussi à l'école primaire avec un projet, un journal pour les gamins, etc. etc. quoi. Donc, je pense que il faut le contextualiser, mais surtout, il ne faut pas oublier cette dimension. Alors après, on peut faire de la formation aux élus, on peut faire de la sensibilisation, on peut faire des choses comme ça. Mais après, quand le projet est là et qu'on a besoin de tout le monde, eh ben, on met tout le monde en formation. Anne-France, merci Guylaine. Bon, j'allais dire la même chose hein, Bon, j'ai beaucoup travaillé moi aussi dans ma carrière administrative avec des élus à tous les niveaux, y compris sur le territoire. C'est assez évident que dans un emploi du temps surchargé, c'est difficile de faire venir des élus sur des formations thématiques sans qu'il y ait de motivation sur un projet. Donc moi, je suis complètement d'accord. Je pense que il faut cibler ces formations aux élus sur les projets de territoire dès lors qu'ils sont suffisamment motivés par le sujet pour qu'ils aient envie d'avoir une approche de développement axée sur un tourisme durable. Et ben là, on peut effectivement, je pense, les embarquer dans les types de formation, développement, les ateliers, parce que c'est concret, on ne perd pas son temps, ça fait du lien. Effectivement, comme le dit Pierre, c'est aussi une façon de porter des projets locaux et donc de s'ancrer sur son territoire de façon pertinente. Donc tout ça est parfaitement juste. Alors moi, Brice, quand il a parlé, je me suis dit, en fait, bientôt, peut-être qu'on aura demain un grand campus universitaire où on aura tellement intégré tous les enjeux d'écologie, tout ça, de durabilité, transition, digitalisation, qu'en fait, on ne parlera plus jamais d'écotourisme. En fait, on parlera de tourisme et tout ça aura été parfaitement intégré, sachant que je pense qu'on a le même problème sur ces formations universitaires
dans les écoles primaires pour opérer la transition vers un tourisme durable que celui qu'on a eu pour faire la transition vers l'environnement tout court, hein. Je veux dire, ça fait des années, moi je m'occupe d'environnement et j'ai envie de dire 40 ans que je rame sur le sujet pour que ça s'imprègne un peu partout. Donc je pense que toutes les transitions, c'est comme ça, avant qu'elles n'intègrent des formations fondamentales comme celle du primaire et tout, bah, il faut du temps, quoi. Il faut qu'effectivement, progressivement, chacun ait compris à son niveau d'agissement, si on peut dire, le caractère très important de changement de valeur, si on peut dire, d'intégrer un certain nombre de fondamentaux. Bon, mais ça va venir, puisqu'on le voit, ça vient socialement. Alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, dans ce que propose Charles, ben, c'est l'approche usager-explorateur. Ça, je trouve ça génial, parce que dans tous les projets, un truc de base qu'on apprend, c'est qu'il faut travailler avec les utilisateurs. Donc, je me dis, bah, si on veut construire un écotourisme pertinent, bah, c'est clair qu'il faut travailler avec ceux qui vont aller sur le territoire et en gros nos usagers de notre écotourisme. C'est-à-dire, en gros, il faut travailler avec les attentes et puis effectivement, en plus, faire de la pédagogie active où on rend les potentiels touristes explorateurs intelligents et écolos, bah, c'est carrément génial, quoi. Je trouve ça vraiment une excellente idée. Donc, je pense qu'on pourra s'en inspirer aussi parce que bah, d'un point de vue pédagogique, on est dans la pédagogie dynamique, quoi, tout ce qui est le plus motivant pour les gens qui apprennent. Donc, à mon avis, c'est vraiment une super idée. Et puis, bah, si ça peut enrichir, si on peut déployer ça sur différents territoires, y compris dans les territoires en devenir sur lesquels on aimerait construire nos projets d'écotourisme, ben, c'est pas mal parce que, bon, peut-être d'utiliser ceux qui sont déjà sur les territoires pour développer ces territoires en devenir, je ne sais pas. Ça me paraît intéressant parce qu'évidemment que ça va enrichir l'analyse de l'existant, documenter les besoins, les nouveaux besoins, cette société qui bouge. J'imagine que ce sont plutôt des jeunes qui vont là. Donc, bon, on peut imaginer que ça peut vraiment donner bah, une petite longueur d'avance et un côté aussi innovant à cet écotourisme et à cette offre, que ça ne soit pas has-been en quelque sorte, hein. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et puis, j'ai trouvé ça aussi très intéressant, ce projet Pagette, parce que là, bah, c'est pareil, on est aussi dans la formation-action avec des acteurs, les éco-acteurs concrets. Donc, si on rassemble tous ces projets, hein, entre les éco-entrepreneurs qu'on forme, soit pour qu'ils montent des projets, soit qu'ils accompagnent leurs compétences et projets existants, si on arrive à travailler aussi avec les touristes, donc les utilisateurs, si on arrive à rassembler, et si on travaille donc sur les projets proprement dits, dans des formations intégrées, si on peut dire, hein, sur des projets intégrés qui rassemblent tous les acteurs sur un territoire, des formations intégrées dans le besoin concret du projet, et puis que ça puisse faire aussi des modules hein, qu'on peut utiliser ici ou là. Et puis tout ça pouvant être peut-être aussi soutenu un peu par ce grand projet de campus à Nice, je pense qu'on va faire des choses magnifiques, hein. Merci. Je voudrais… oui, Brice, tu veux réagir? Vas-y. Je rouvre mon micro. Oui, petite réaction au propos. D'abord, sur un territoire, moi je suis fondamentalement d'accord avec vous. C'est l'ensemble des acteurs qui doivent travailler ensemble. Et quand Philippe disait le CNFPT, il ne faut pas oublier les techniciens des collectivités. Moi, j'ai été élu aussi pendant un mandat, mais ensuite j'ai démissionné parce que j'ai un très mauvais caractère. Je me suis fâché avec mon maire. Et je pense que ceux qui portent un projet de territoire, c'est bien sûr les maires, mais surtout les techniciens. C'est-à-dire c'est la conviction et c'est eux qui préparent les dossiers. Donc, ne jamais oublier que c'est l'élément clé. Moi, je suis expert, petit expert, mais enfin expert national sur les parties tourisme et développement territorial au CNFPT. Et je ne peux que souligner ce que Pierre a dit. C'est vrai que c'est une lourde machine et à partir du moment où on engage un travail de réflexion sur les référentiels de formation, le moment où on sort le référentiel et la formation, l'eau a coulé sous les ponts et les choses ont un tout petit peu changé. Voilà. Et d'autant qu'ensuite, la maison mère s'est elle-même restructurée. Vous savez, dans une administration publique, on ne révolutionne pas, on change de périmètre. Et donc, après, on n'y reconnaît absolument plus rien. Mais enfin, ça, c'est un petit aparté. Mais je suis convaincu que ceux qui portent quand même la réalité du territoire, les habitants, les entreprises, et puis bien sûr les techniciens et les élus, et les habitants surtout. Deuxième petit aparté, je remercie Anne-France d'avoir noté
la modernité du projet du campus à Nice. Je n'ai pas fait trop l'autopromotion, mais simplement quelques petits mots peut-être pour préciser. C'est un campus qui est porté par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice, donc c'est-à-dire c'est un campus qui a vocation à être, disons, le relais des entreprises, c'est-à-dire le relais de celles et ceux qui fabriquent une valeur ajoutée, en tout cas touristique, sur un territoire. Dieu sait que l'actualité aujourd'hui est un peu compliquée pour ces entreprises, mais l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute des entreprises et d'y fédérer des dynamiques avec tous les acteurs, et puis d'essayer, bien sûr, d'axer notre stratégie. Alors, je vais aller très vite, autour de 3 pôles, dans le fond. Le premier pôle, c'est ce qu'on a appelé un pôle stratégique. On essaie vraiment de réfléchir à des filières métiers autour d'axes qui nous semblent prioritaires. Donc, d'abord l'hospitalité, ensuite, on va parler des territoires, on va parler, disons, des cultures au sens large du terme, en y intégrant les loisirs. Et puis, ici, il y a une activité importante, c'est notamment aussi les events, donc c'est-à-dire les événements, l'événementiel, le tourisme d'affaires, etc. Donc là, on essaye vraiment de réfléchir, de monter des vrais référentiels, d'identifier surtout les métiers de demain, parce que Pierre l'a dit, mais quand on monte un référentiel, et nous, on est une petite start-up, disons, mais dans un processus d'ingénierie pédagogique, le temps de créer le référentiel, les métiers ont évolué, puis on forme des métiers d'hier. Donc, il faut essayer plutôt de comprendre les métiers, les compétences dont les entreprises auront besoin demain. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui en période de crise pour rebondir et puis pour développer leurs activités. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle académie. Et là, l'idée, c'est vraiment de fédérer des partenariats, d'identifier des bons partenaires à l'échelle de la francophonie. Donc j'en profite un tout petit peu aussi parce qu'on est tout à fait ouvert à des partenariats avec nos amis du sud de la Méditerranée, mais aussi d'autres, y compris en France ou ailleurs. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à des besoins extrêmement précis, bien identifier les meilleurs programmes pour essayer vraiment de bâtir un vrai réseau. Donc c'est pour ça que les logiques doivent être non pas parallèles, mais doivent être communes, cher Eric. Et puis le troisième, parce que c'est surtout là-dessus que je veux intervenir, c'est la question de l'expérimentation. Plusieurs intervenants en ont parlé, Pierre en a parlé. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a eu 10 ans, une décennie de mode aux incubateurs. Donc, tous les élus qui se voulaient modernes et innovants disaient « je vais créer un incubateur sur mon territoire ». Il faut toujours être mieux le premier que le deuxième, voire le 10e. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout disruptif de créer un incubateur et c'est compliqué et ça nécessite des moyens. Et puis ensuite, il faut accompagner les startups et puis il faut leur trouver des débouchés. Moi, je crois aujourd'hui davantage à la question de l'expérimentation, c'est-à-dire vraiment faire travailler l'ensemble des acteurs qu'on rencontre à l'échelle d'un territoire, aussi faire venir d'autres experts, d'autres domaines. Et je pense qu'on n'est pas assez curieux dans le fond. Il n'y a pas de raison qu'un philosophe, qu'un urbaniste, qu'un ingénieur agronome, qu'un écologue, qu'un géologue ait une capacité de compréhension d'un territoire et une vision importante pour la question, disons, du développement territorial et du développement des activités touristiques. Et nous, c'est notre axe ici, notre troisième axe sur le campus. Et je vous ai dit tout à l'heure, on est parti d'une feuille blanche, donc on essaye de réfléchir à ça. Et on a la volonté de créer plusieurs fois dans l'année ces initiatives d'expérimentation avec un nom de code aujourd'hui qu'on appelle Factory, mais enfin, on verra comment ça s'appellera de façon définitive, pour vraiment initier ces dynamiques à l'échelle de ce territoire qui est la Côte d'Azur, qui est un territoire qui historiquement représentait 1% du tourisme mondial, mais enfin, je vous ai dit combien il fallait abandonner la culture quantitative, mais surtout une marque forte avec différentes réalités, le littoral extrêmement contraint, le moyen et le haut pays qui sont des régions de montagne que tu connais bien, Eric, que vous connaissez bien, Guylaine, permet de vous voyez parce qu'on ne se connaît pas. Et donc ici, c'est aussi l'idée vraiment de travailler sur des thématiques importantes. Notre projet en juillet, par exemple, prochain, c'est de travailler sur la reconstruction de l'arrière-pays. Ensuite, on va essayer de travailler, bien sûr, sur d'autres sujets. Et je pense que là, vraiment, l'expérimentation est totalement essentielle pour sortir des mécanismes habituels dont on voit de toute façon qu'ils ne sont pas souvent très pertinents parce que chaque territoire a ses propres logiques, ses propres acteurs. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut être capable de créer collectivement une certaine forme, disons,
de factory à l'échelle de la francophonie, à l'échelle méditerranéenne, parce que je suis intimement convaincu qu'une vision différente peut apporter vraiment une vraie richesse à ces questions essentielles. Voilà ce que je voulais simplement vous dire en complément de ma première intervention, et je te rends la parole, cher Eric, et je me coupe moi-même mon propre micro. Merci, Brice. Pour terminer les 10 dernières minutes, je souhaiterais, au vu de ce qui a été dit, je trouverais très pertinent de donner la parole à Rassan Tayoum, qui nous fait l'amabilité d'être avec nous depuis le Liban, parce que c'est un élu. Tu seras un peu notre grand témoin demain, hein, Rassan, par rapport au point de vue des collectivités territoriales, justement. On a parlé de formation des élus. Avant, Rassan, je voudrais donner juste la parole, effectivement, à Rachid, parce qu'il est en train de monter une expérience avec un doctorant très, très intéressante, et je voudrais que tu, en 2 mots, tu le partages et que tu nous mettes le lien pour tous, pour qu'on puisse y participer tous, Rachid. Je te laisse le présenter. D'accord, merci beaucoup, Eric. En fait, rapidement, il s'agit d'une étude qui essaie de voir un peu la relation existante, plutôt les bénéfices plutôt de l'innovation ouverte ou de l'open innovation pour le tourisme. Et alors, comme nous sommes dans une phase vraiment préliminaire et comme il n'y a pas d'outils pour identifier ces bénéfices, il faudra le faire auprès des experts. Et quels experts? C'est surtout des experts en termes de tourisme. Donc, du coup, je saisis cette occasion donc, de vous remettre plutôt ce questionnaire et de collaborer tous ensemble pour le pré-test de ce questionnaire qui deviendra un jour un outil de mesure intéressant, surtout pour les bénéfices de l'open innovation pour le tourisme. Je vous remercie. Je t'en prie, j'ai mis le lien. Hein. D'accord, merci beaucoup, Eric. Hassan, ton point de vue, j'allais dire presque de conclusion, mais on a encore, s'il y a d'autres intervenants comme Fatma qu'on n'a pas réentendu ou de revenir un petit peu, bon, on ne va pas trop s'éterniser, mais Hassan, j'aimerais bien ton point de vue par rapport à cette question des élus, de leur peu de sensibilité finalement et de leur peu d'intérêt pour se former par rapport à des innovations comme celles dont on parle depuis ce matin. Parce que sans parler de la coopération dont tu parleras demain avec Valérie de Liban qui implique Defimed, peut-être tu peux nous parler simplement de ton positionnement d'élu par rapport à ce qu'on a dit. Oui, merci Eric. Bonjour tout le monde. Je ne peux que partager la conclusion ou le jugement, si j'ose le mettre ainsi, par rapport aux élus. Il y a effectivement très peu d'élus qui sont sensibles à ce besoin de se former, mais je pense qu'il faut plutôt parler de sensibilisation et de portage à travers une dynamique locale. Donc un peu une approche bottom-up qui va certainement impulser un peu de mouvement chez eux. Je suis peut-être mal positionné pour généraliser, mais je peux dire que selon mon expérience, il y a sur un nombre assez représentatif, assez large d'élus, un pourcentage assez réduit quand même de porteurs de projets, de ceux qui s'expriment, d'élus qui s'expriment en termes de nécessité de formation. Il ne faut surtout pas, à mon avis, tout modestement, parce que là, au Liban, on a entamé une démarche de créer, avec l'appui de la CNFPT, une sorte de petite CNFPT pour nous, parce qu'on n'a pas d'institution de formation pour les élus. Je pense que c'est effectivement un outil lourd, que au mieux, on peut espérer former les élus à leur rôle en général, à des choses génériques, aux lois par exemple, aux attendus. Mais je pense qu'il faut s'inscrire plutôt dans une dynamique évolutive, une transition tout le temps, cette sorte de révolution permanente pour pouvoir faire en sorte que les élus ouvrent les yeux et l'oreille à un portage par les locaux. Et donc, la dynamique qui est en train de se former, donc on a vu aujourd'hui et hier aussi, beaucoup d'initiatives qui, pour moi, sont vraiment non pas des alternatives au rôle des instances locales élues,
mais surtout des sortes de dynamiques qui vont du bottom-up pour susciter un intérêt forcé et en fait imposer ce droit à l'expérimentation aux élus locaux qui doivent quand même s'inscrire dans une dynamique un peu différente. Merci Raphaël, on te retrouvera avec grand plaisir demain pour nous partager l'actualité et puis le futur proche, hein, puisqu'on a un beau projet ensemble. Brice qui utilise le doigt pour Oui, vas-y Brice. Oui, j'évite de te couper la parole, cher Eric. Oui, simplement, je fais une toute petite publicité. J'ai rédigé il y a quelques semaines le guide de l'élu délégué au tourisme aux éditions territoriales qui va paraître au début de l'année 2021. Et je pense que, alors ce n'est pas une œuvre littéraire, hein, donc ce n'est pas la peine de l'apprendre par cœur, mais en tout cas, c'est une méthodologie assez précise pour accompagner les projets territoriaux. Voilà, donc si vous voulez, je pourrais vous expliquer ça un autre jour, bien entendu, et dans d'autres circonstances, mais je pense que ça peut être aussi un outil relativement simple pour convaincre l'élu en charge du tourisme. Et il faut quand même le dire, généralement, l'élu en charge du tourisme ne fait pas partie des premiers adjoints à l'échelle d'une collectivité. C'est plutôt celui à qui on veut faire plaisir, on lui donne le tourisme. Et à un moment, cet élu, il faut qu'il marque son mandat. Et son mandat, en tout cas en France, ça se traduit par un schéma de développement touristique à l'échelle de son territoire. Et quitte à faire, autant que le schéma de développement touristique intègre les priorités dont on a parlé, et notamment les priorités environnementales. Donc je pense que c'est bien que ces élus-là, à défaut de se former, parce qu'ils n'en ont sans doute ni le temps ni l'envie, ils puissent avoir une aide méthodologique et un accompagnement par les techniciens. Merci pour cette remarque très enrichissante, Brice. Bienvenue, oui, de découvrir ce guide et de le partager ensemble. Bien, je crois que s'il n'y a pas d'autres remarques, nous avons passé quasiment 2 heures ensemble pour ce dernier atelier de la journée. Bien évidemment que je vous remercie tous. C'est ce qui est à la fois frustrant et très prometteur, c'est qu'on voit bien qu'à travers cette université d'Éphémède, dès cette première journée et demie, on a des cartes qui, assemblées, pourraient monter un projet tout à fait remarquable. C'est évident qu'il y a une cohérence, une intelligence à mettre en place, et c'est là où Defimède a un rôle à jouer, effectivement, mais qui est un rôle très frustrant parce qu'on a des limites aussi par rapport d'abord aux emplois du temps de chacun, aux projets de chacun. On vous accordez tous un peu de temps à ça, mais il est très difficile effectivement d'imaginer s'impliquer, si ce n'est dans un projet de financement commun qui nous permettrait d'avoir les ressources et le temps pour y consacrer. Mais en tout cas, moi-même, j'apprends toujours énormément de choses grâce à vous. Je crois qu'on va mûrir un petit peu tout ça et puis moi je vous donne rendez-vous comme tous les autres ateliers dans les semaines qui viennent pour la suite à donner. Hein. On a des projets qui se dessinent pour 2021, bien évidemment, il serait temps avec Defimède et notre objectif c'est de voir avec vous comment vous associer, de quelle manière vous positionnez. Donc c'était vraiment un grand plaisir pour cette première journée et on se dit à demain. Alors demain, pour ceux qui peuvent se connecter, 10 heures, et là c'est les jeunes directement qui témoignent, donc pas les 17 collectifs, ça n'a pas été possible, mais il y en a pas mal qui vont pouvoir partager. Je pense qu'Annabelle est encore là, mais Annabelle fait partie depuis la Corse de ceux qui vont partager cette expérience du 17 octobre. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis c'est vivifiant et puis à demain ou à très bientôt en tout cas pour la suite. Au revoir.